Mon droitard préféré, Crésus Investissement. Alors maintenant, c'est plus que Crésus, hein. Mais à la base, c'était Crésus Investissement. Mon droitard préféré a fait une vidéo pour dire qu'il allait voter Jean-Luc Mélenchon à la présidentielle 2027. Oui, c'est Crésus tout court maintenant, mais moi je me souviens, hein. Je sais d'où il vient, je sais d'où il vient. Et à la base, c'était Crésus Investissement. Oui, oui, c'est réel. Pourquoi je vais voter pour Jean-Luc Mélenchon? Nous dit-il. Bah alors, Crésus l'insoumis. Alors après, bon, un peu louche, hein. Jean-Luc Mélenchon ne nous trahit pas, camarade. Camarade, est-ce que tu serais pas en train de te foutre de notre gueule, Crésus? Je t'aime bien, hein. Je t'aime bien, hein. T'es mon droitard préf. Mais est-ce que tu serais pas un peu en train... Ça, c'est un peu de l'appropriation culturelle, en fait. Mon positionnement politique n'est pas un costume. En vrai, bon, si, un peu. Mais en vrai, si, le communisme est un peu un costume, hein. Le communisme n'est pas un costume, dit-il, avec cette scène-là. Ah ouais, moi je suis communiste. Mais non, c'est pas un costume. Si, en vrai, c'est un peu un costume. Bon, bref, peu importe. On va pas aller sur ce débat-là. Mais bon, un peu forceur, le Crésus. Un peu forceur, le Crésus. Mais... Bon, ça fait une voix en plus pour Méluche. Let's go, hein. On y va, hein, pourquoi pas. Pourquoi pas. Pas de spoil. Pas de spoil. Ah, je me suis déjà fait un peu spoiler. J'ai cru comprendre pourquoi c'était. Mais on va voir ça dans les détails. C'est pas la première fois que je réacte à une vidéo de Crésus. Moi, je vais continuer à l'appeler Crésus Investissement, hein. Pardon. C'est pas la première fois que je réacte une vidéo, c'est la 3e fois que je réacte à Crésus. Et vraiment, je l'avais dit, on avait même fait une sur la Chine avec Onibaku, en feat avec Onibaku. Et j'avais dit dedans, ouais, c'est mon droitard préféré. C'est mon droitard préféré. Il m'avait répondu, oh, content de savoir que je suis ton droitard préféré. Et de la même manière que je regarde un peu ces trucs, bah, du coup, ça l'a fait regarder mes lives. Et on s'est parlé il y a pas très longtemps sur Twitter, où il m'a dit, trop bien ta vidéo sur. Bon, je leak un peu les MP, mais il n'y a rien de grave dedans, tranquille quoi. Pardon. J'espère que tu le prends pas mal, mais en gros, je pense pas, hein. Où il m'a dit, t'es calé en finance, ça va? En mode genre, j'ai vu ton truc là sur Elon Musk, franchement, tu t'y connais en finance, ça fait plaisir. Voilà. Et j'étais en mode genre, bah écoute, ça fait plaisir. Bah, super. Plaisir partagé, let's go. Voilà. Donc, c'est pour ça un peu. Moi, c'est mon droitard préféré. On est en bon terme avec ce gars. C'est la droite libérale, hein. C'est la droite libérale, c'est pas un camarade, hein. Mais maintenant, est-ce que c'est un camarade du coup? C'est vraiment, on avait tag team sur la Chine. En vrai, on s'était foutu de sa gueule, mais on l'avait pas insulté, on était en mode c'est intéressant, mais il est un peu con, non? Mais en vrai, ça va. On avait été relativement bienveillants, il l'a regardé, il l'a pas mal pris ou quoi. J'étais en mode genre, bon, bah ok, c'est cool, en vrai, c'est cool. J'aime bien la relation comme ça. Et de la même manière, il a pas mal regardé des vidéos de la pas du team. Je pense qu'il trouve ça intéressant, premier degré, de voir des gauchistes parler économie et sentir qu'ils ont un peu quand même taffé le sujet, quoi, et qu'ils disent pas n'importe quoi, genre. Voilà, de la même manière que. Il y a plein de droitards qui vraiment ne s'intéressent jamais à ce que la gauche dit sur l'économie, ne prennent pas au sérieux ce que la gauche dit sur l'économie, et partent du principe que les gauchistes n'y connaissent rien, quoi. Donc parfois, ils sont un peu étonnés de voir que sur la fiscalité, sur l'économie, bah, on n'est pas plus bête qu'eux. Moi, je dirais même qu'on est plus intelligent. Et bref. C'est un mélange entre Skyheart et Hardisk, physiquement. C'est vrai. Je suis d'accord avec ça. Tout à fait. Tout à fait. Et politiquement, on va voir. Allez, c'est parti. Jusqu'à présent, Régale-nous. je n'avais jamais voté de ma vie, mais cette situation va changer. Attends. Je sais- Premier vote de sa vie, Mélenchon? Frérot. Alors apparemment, les raisons de son vote sont bizarres, mais je suis désolé. Premier vote de sa vie, Mélenchon? Oui, allez. Fais-moi croire que t'es pas un peu de gauche quand même au fond de toi. Oui, allez. Justifie-toi, mens-toi à toi-même, à un moment donné, tu vas voir la réalité en face. Tu vas te regarder dans la glace et tu vas dire mais oui, je suis de gauche, putain, c'est bon, allez, j'arrête. J'aime l'argent, mais quelque part, je suis de gauche quand même. Et ça tombe bien, Mélenchon n'est pas anticapitaliste à proprement parler. C'est comme les... Bon, vous voyez ce que je vois? Je vois un egg politique. Je vois un œuf politique. Des mecs qui sont en mode genre je crois que j'aime bien mettre des jupes. Mais non, je suis un homme, hein. Oui. Allez, on en reparle dans 2 ans. Aujourd'hui, pour qui je voterai lors des prochaines élections présidentielles en 2027, et cette personne, c'est Jean-Luc Mélenchon. Let's go. Je me rends bien compte que ça peut être une décision étonnante pour ceux qui me connaissent. Je suis youtubeur finance, investissement, passionné d'économie. Donc je fais cette vidéo pour expliquer le cheminement qui m'amène à soutenir la France Insoumise pour la prochaine élection en 2027. Je suis très curieux de savoir. Alors on m'a dit apparemment, bon, c'est pas parce que c'est un solide gauchiste, hein, mais peu importe. En tout cas, regardez, je continue à l'appeler Crésus Investissement, j'ai le droit, hein. Son hâte, c'est toujours Crésus Investissement. Mais il fait de moins en moins de vidéos sur l'investissement, hein. Maintenant, il fait des vidéos plus d'économie finalement, quoi. D'économie politique, donc tant mieux, hein. Tant mieux, moi j'aime bien. Je suis content. En tout cas, j'aime bien react à ces trucs. Tu dead name leg. C'est vraiment ça, non, ok, d'accord. Tu sais quoi, tu m'as convaincu, Chant.
Je vais pas le dead name, ça se fait pas, donc ça sera juste Crésus. Ok, ne l'appelez plus Crésus Investissement. Je vais pas le dead name, c'est un egg politique. Donc non. Alors juste pour ceux qui savent pas, un egg, c'est ce qui se dit dans les milieux des personnes trans. Pour une personne qui est trans, mais l'a pas encore totalement réalisé, n'est pas encore sorti de sa coquille, tel un œuf. Et donc c'est en mode se ment un peu encore à soi-même, n'est pas prêt de passer le pas et de se dire oui, je suis une femme, ou oui, je suis un homme, en fonction. Quoi. Voilà. C'est ça ce qu'on appelle un egg. Donc voilà. Étant donné que c'est un egg politique, tout à fait. Là, il est en train de se mentir à lui-même, à dire non, non, je reste de droite, mais je vais quand même voter Méluche alors que c'est mon premier vote. Oui, oui. Allons, à d'autres, à d'autres. Donc, vu que c'est un egg politique, je vais pas le dead name. Ça sera Crésus tout court. Et d'abord, la première question qui se pose, c'est qu'est-ce que C'est une insulte très raciste. Non, 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 stop. j'attends du gouvernement français? Quelles sont mes priorités? Quels sont les changements pour lesquels je vote? C'est pas compliqué, je suis assez simple sur ce point-là. J'ai une seule énorme priorité. La Ce thune. que je veux, c'est vivre dans un pays en croissance, un pays qui se renforce de jour en jour et année après année. Je veux un pays qui ait la trajectoire de développement la plus efficace possible, Ok. et c'est à peu près tout. Le reste, pour moi, c'est secondaire. Ok. Le racisme, ça m'intéresse pas, par exemple. Ok. D'accord. Il est honnête au moins. Moi, c'est ça que j'aime bien avec lui. C'est qu'il est honnête. Et j'ai même presque l'impression qu'on peut discuter un peu avec lui. Enfin, si on peut discuter avec lui, parce que j'ai déjà discuté avec lui. Il y a un côté comme ça, genre, il en fait pas des tonnes. Il est en mode genre, ouais, moi je m'en bats les couilles, je veux de la croissance. Il le dit. Voilà. Bon, tant mieux. L'environnement, non, non, il en a rien à foutre du reste. Moi. Ainsi soit-il. Mais au moins, il est sincère, il le dit direct. C'est pour ça que je l'aime bien. C'est pour ça que je l'aime bien. Alors, vous pourriez avoir une vision différente, mettre plus haut dans votre échelle de priorité la sécurité, l'humanisme, la liberté, le pouvoir d'achat ou quoi que ce soit d'autre, et vous n'auriez Ok, donc il a dit humanisme, voilà. Bon, ok, très bien. pas tort a priori, c'est simplement un débat moral. Moi, dans ma morale, mon obligation en tant que Français, c'est de laisser à nos successeurs, à nos descendants, un pays plus puissant et plus prospère que celui qu'on a reçu nous-mêmes. C'est Il y a des ongles morts là-dedans, quoi. Après, enfin, que chacun ait des trucs qui l'intéressent plus en politique. Ok, je veux bien. Mais là, quand même, en mode genre, bon, s'il y a de la croissance, mais qu'il y a beaucoup de racisme, c'est pas grave, j'aurais fait mon taf, car je laisse aux Français qui viendront par la suite un pays fort économiquement. Un pays en croissance, c'est un pays qui soigne ses institutions, santé, éducation, etc. Bah oui, on est bien d'accord, on est bien d'accord. Bon. Il kiffe le côté impérialiste, je suis dead. C'est un homme de droite, hein. C'est un homme de droite. C'est un homme de une droite. No philosophie, spoil par dans le ailleurs, chat, qui est pas très ne spoilez originale. pas. C'était déjà Ne le spoilez serment pas. que faisaient les jeunes Athéniens il y a 3000 ans de ça. Et c'est pas non plus une vision du monde qui est objectivement meilleure qu'une autre. Il pourrait y avoir encore une fois un avis différent. Et voilà, ça serait juste issu probablement d'une perspective ou d'une expérience différente. Maintenant qu'on est fixé sur Ok, il a utilisé le mot humanisme. Une perspective, ça pourrait être par exemple, ouais, un semblant d'humanisme. Vouloir que des gens meurent pas dans la rue, vouloir que des gens soient pas victimes d'oppression. Il est en mode, si vous, ça vous intéresse, c'est très bien. Je dis pas que mon point de vue est meilleur que le vôtre, et je respecte les points de vue. Mais moi, c'est juste la croissance. Bah écoute, Crésus, je pense que tu te trompes par rapport à ça. Je pense quand même qu'il y a certaines valeurs, certains angles morts que tu peux pas te permettre d'avoir, quoi. Quand même, voyons. Dans un pays qui a été occupé par les nazis il y a moins de 100 ans, quand même des choses qui sont un peu importantes, des choses qui transcendent la simple croissance, quoi. quel est l'objectif quand même. de la politique que je Crésus. recherche, eh bien, ce qu'il reste à faire, c'est simplement de Après, regarder. que ta priorité soit la croissance et l'économie parce que c'est ta sensibilité politique. Ok, on est comme on est. Mais je veux dire, il y a une différence entre ça et avoir des angles morts. Tu peux être économie first, comme on dit dans le milieu, croissance first, comme certains sont class first à gauche, et moi c'est un truc que j'aime pas. Tu peux être croissance first, mais est-ce que tu peux te permettre, en tant qu'être humain, en tant que personne qui a une parole qui est politique, la parole ici est politique, est-ce que tu peux te permettre d'avoir des angles morts aussi énormes que le racisme, les dérives autoritaires ou l'écologie? Je pose la question. Pour moi, non. Tu peux être croissance first, ok. Mais certains angles morts, pour moi, t'as pas le droit de les avoir. C'est une faute politique. Et tu parles politique sur Internet, ta parole est écoutée. Voilà. Et oui, c'est un avis d'homme blanc bourgeois, exactement. Tout à fait. Et je te parle d'homme blanc bourgeois, mon Crésus. Le C. C'est pas possible, c'est pas possible. Historiquement, quels sont les régimes qui ont permis le plus efficacement possible de développer une nation. Quand on observe concrètement dans l'histoire et qu'on regarde les différentes stratégies pour maximiser le développement économique, eh bien, celles qui fonctionnent le mieux se ressemblent tout de même à chaque fois énormément. Il y a la Corée du Sud récemment qui s'est enrichie avec un capitalisme assez dur dans lequel tout était mis en place pour maximiser le développement de l'industrie et de la haute technologie. La Chine s'est développée récemment en introduisant un capitalisme autoritaire à partir de Deng Xiaoping, dans lequel tout était fait pour maximiser le développement de l'industrie puis de la haute technologie. Alors, il faut savoir qu'il est fan de Deng Xiaoping. C'est un denguiste. Bon, pourquoi pas, hein. Pourquoi pas.
Au moins, il a une position qui n'est pas inintéressante. Il est en mode genre, ah non, Mao, ça allait pas, c'était vraiment trop le communisme. Deng Xiaoping, il a dit, c'est fini le communisme, maintenant c'est le capitalisme, mais un capitalisme autoritaire, avec quand même un État central, ouverture aux capitaux étrangers, machin bidule, et ça, j'aime bien Deng Xiaoping. Sauf que, intéresse-toi aux camarades Xi à ce moment-là. Vraiment. Xi Jinping, c'est encore mieux que Deng Xiaoping. Il a réintroduit les éléments de socialisme qui fait que c'est encore mieux maintenant. Pareil pour Taïwan, pareil Attends, on en pour... avait parlé quand on avait fait le React avec Oni Baku, on avait justement parlé de ça. On était en mode, mais Xi Jinping, c'est mieux que Deng Xiaoping. les deux grandes phases de développement du Japon. Et même en Europe, quand on prend chaque pays individuellement et qu'on regarde la période qui lui a le plus permis de se développer, eh bien, on verra que les politiques mises en place étaient très favorables à l'industrie et à l'innovation privée de manière générale. C'est d'ailleurs ce 19e siècle français ou allemand par exemple, qui a inspiré les modèles asiatiques qu'on voit de façon plus contemporaine. Alors, Quel modèle asiatique? Le modèle chinois? Je dis pas ça pour défendre la Chine comme as, quoi, mais oui, le modèle européen, peut-être, ouais, ça, pour les Japonais, ça a un peu inspiré. Quand ils ont colonisé la Chine et qu'ils étaient impérialistes, ouais. Lisez Tintin le Lotus Bleu pour ça. Oui, c'est le modèle japonais à la limite, mais dire modèle asiatique, ça veut rien dire. Hein. Ah ouais, au Vietnam, c'est vraiment ça. En Chine, c'est vraiment ça. Bon, ça va. il y a d'autres États qui ont pu se développer via des méthodes différentes. Le Qatar ou l'Arabie Saoudite, par exemple, se sont développés plutôt en exploitant une ressource naturelle, puis en essayant de devenir une sorte de hub international. Vous avez des nations comme les îles Caïmans qui ont réussi à devenir une sorte de paradis fiscal, ce qui a permis d'attirer beaucoup de capitaux et de financer en partie un développement. Et vous avez quelques pays, par exemple comme les Maldives ou même un peu l'Espagne, qui ont réussi à se développer beaucoup plus avec du tourisme qu'avec de l'industrie ou de la haute technologie. Ceci Non, attends, si tu t'intéresses à l'histoire des développements des nations et de la puissance des nations par rapport à leur développement et leur modèle économique, comment tu peux ne pas parler de l'URSS? Tu peux pas ne pas parler de l'URSS. C'est pas possible. Et en mode genre, il y a plein de modèles, ça marche plus ou moins, chacun son truc. Mais en gros, sa conclusion, c'est un peu de dire que tu te développes pas si tu n'as pas une économie libérale, une économie de marché, des capitaux privés, tatati tatata. Effectivement, c'est le cas en Chine. Il y a une finance en Chine, il y a des chefs d'entreprise, c'est un pays qui est capitaliste, mais il y a une économie dirigée qui fait qu'il y a quand même un truc extrêmement différent par rapport à nos autres occidentaux. C'est que la finance chinoise est soumise à l'État central. C'est un outil pour l'État central qui planifie la production économique. Et ça, c'est une différence fondamentale avec nos modèles des démocraties occidentales, machin. Vous voyez? Mais à ce moment-là, comment on ne peut pas parler de l'URSS? L'URSS, ça a duré combien de temps? Ça a duré 70 ans? 70 ans? Une puissance mondiale gigantesque qui s'est tiré la bourre avec les États-Unis d'Amérique pendant tout le XXe siècle? 73 ans, ça a duré. Qui a envoyé le premier homme dans l'espace, qui est devenu une superpuissance, y compris économique, ils l'ont fait sans économie de marché. Ils ont fait ça sans économie de marché. C'était pas capitaliste pour le coup. On peut pas dire que c'était capitaliste l'URSS. Est-ce que c'était le vrai communisme avec un grand C? Bon, moi Staline, j'aime pas trop. Hein. Vous voyez? Mais bon, en tout cas, l'expérience soviétique, on pourrait appeler ça comme ça, c'est une expérience qui a certes ses zones d'ombre, évidemment, mais en tout cas, c'est une expérience qui est non capitaliste et qui est plutôt une forme de communisme. Et après, bon, il y a ce fameux débat à la base où en mode alors l'URSS c'est un capitalisme d'État ou un État ouvrier dégénéré? Moi, je dirais plus un État ouvrier dégénéré parce que quand tu regardes le mode de production économique soviétique, c'était pas de l'économie de marché, c'était pas du capitalisme. Vous voyez? Oui, bon, la NEP, t'es anti-NEP, toi? Moi, je trouve vraiment qu'être contre la NEP en 2026, c'est vraiment le truc le plus bandeur qui puisse exister sur Terre. Vous êtes contre la NEP, vous? C'est quoi être contre la NEP en 2026? La NEP, c'est du pragmatisme stratégique de la part du plus grand stratège politique de l'histoire du communisme, un certain Lénine. Qui peut s'asseoir à la table de Lénine aujourd'hui? La NEP, c'est la nouvelle politique économique. En gros, c'est un moment donné où Lénine a réintroduit une part de libéralisme économique auprès de la paysannerie soviétique, russe. Parce qu'il y avait la guerre civile, c'était vénère. Hein. Il faut bien comprendre que la révolution bolchevique, enfin, il y a eu deux révolutions en 1917. Il y a eu la première révolution, la révolution de février. C'est la fin du régime du tsar, c'est le début d'un gouvernement provisoire. C'était Kerensky, le dirigeant du gouvernement provisoire, et c'était plus l'empire du tsar. C'était un début de république, je ne sais plus exactement comment c'était, mais c'était un gouvernement provisoire. C'était le bordel. Et après, il y a une deuxième révolution, la fameuse révolution d'octobre, octobre rouge, n'est-ce pas? Et la deuxième, c'est les bolcheviks qui ont pris le pouvoir
à Pétrograd, ça s'appelait à l'époque, c'était Saint-Pétersbourg qui est devenu Pétrograd, parce qu'il y a eu une première révolution en 1905. En gros, c'était monarchie absolue jusqu'en 1905, la Russie. Il y a eu une première révolution en 1905, c'est le moment d'ailleurs où Saint-Pétersbourg devient Pétrograd, qui introduit une part de démocratie dans les institutions du tsar. Ça devient une monarchie parlementaire, avec la création des doumas. Et les doumas, c'est des parlements locaux. Donc c'est le début, c'est une introduction de trucs démocratiques dans le régime du tsar. Mais c'était encore le tsar au pouvoir. On passe d'une monarchie absolue à une monarchie constitutionnelle ou parlementaire, je ne sais plus exactement. Après, bim, révolution de février en 1917, puis révolution d'octobre bolchevique en octobre 1917. D'accord? Mais en octobre 1917, c'était la fin de la Première Guerre mondiale. 1917, c'est des millions de morts. Il y a eu des millions de morts côté russe. Et le front de l'Est, il était énervé sa mère, quoi. Il était énervé sa mère. Et c'est dans ce contexte-là qu'il y a eu la révolution bolchevique. Enfin, 2 révolutions en 1 an. Et après, sortie de la Première Guerre mondiale, guerre civile. Donc je peux vous dire que la Russie, c'était un bordel. Hein. Au moment où il y a eu la révolution bolchevique et après la guerre civile, c'était un bordel pour garder le pouvoir. Enfin, il fallait le garder, le pouvoir. Hein. C'était extrêmement complexe. Avec tout l'Occident capitaliste, qui ont voulu soutenir les Russes blancs et se battre contre la révolution bolchevique parce qu'ils flippaient que ça se fasse une contagion dans le reste de l'Europe. C'est ça qui s'est passé à un moment donné en 1917. Donc c'est pour ça de dire Lénine, il était un peu autoritaire quand même, il y a eu la guerre civile. Oui, bah ça va, un peu de pragmatisme. Et donc Lénine, qui est un grand stratège, un grand pragmatique finalement, à la sortie de la guerre civile, il a introduit un peu le libéralisme économique au sein, pas de la classe ouvrière soviétique, russe, mais au sein de la paysannerie russe. Parce qu'il était en mode, bon, là, il va falloir tenir le pouvoir. C'est la merde. On a fait toute une guerre civile où on a centralisé toutes les récoltes des paysans. À la base, la révolution communiste, c'est censé être le prolétariat qui le fait. Pas forcément la paysannerie, même si ça a l'avantage des deux. Et donc là, il a décidé de réintroduire un peu de libéralisme économique de manière régulée, au sein de la paysannerie. Autoriser les paysans, y compris les petits koulaks, donc c'était des paysans qui possédaient leurs terres, etc., de faire un peu de commerce, parce que sans ça, en fait, au bout d'un moment, c'était trop la merde, il allait pas pouvoir les tenir, quoi. Vous voyez, il allait pas pouvoir, juste, il allait finir par perdre le pouvoir, quoi. Et donc il a, par pragmatiste, autorisé un petit peu de ça, quoi. Voilà. Mais c'était bien. Moi, je trouve que ça montre justement que Lénine était pas un fou furieux, avait une preuve de pragmatisme, et ça n'allait pas à l'encontre de déjà tout ce qu'il avait accompli et qu'il s'apprêtait à accomplir par la suite, quoi. Donc moi, je trouve que la NEP, banger, hein. Moi, je trouve que ça me fait encore plus apprécier Lénine et trouver que c'était vraiment en mode quel goat, hein. Quel goat. Voilà. Et par contre, par la suite, Staline, lui, la NEP, il aimait pas ça, hein. Lui, c'était en mode genre, non, maintenant vous allez labourer les terres avec un portrait de moi sur vos charrettes, et je prends 100% de ce que vous faites, et si vous mourrez de la famine, c'est pas mon problème. Donc bon, ça montrait qu'il était pas dogmatique, voilà. Ça montrait que c'était un pragmatique. Et moi, je trouve que ça en dit long un peu sur ce qu'a été le léninisme et qui a été Lénine. Et moi, ça me le rend encore plus sympathique, vous voyez. Voilà. Donc je trouve qu'en 2026, dire oui, il a fait la NEP quand même, hein, c'était un peu réactionnaire et anticommuniste. Wesh, replacez-vous dans le contexte. Pitié, 4 ans de guerre mondiale, into 3 ans de guerre civile, je sais plus exactement. Un bordel sans nom. Pourquoi ça fait objectif de follower atteint en boucle tout à l'heure à 25 000? C'est-à-dire que je me prends des unfollow et des follow les uns à la suite des autres? Pourquoi ça unfollow comme ça? Et qu'après ça refollow? Qui m'unfollow depuis tout à l'heure là? C'est quoi votre délire? Vous arrêtez ça? Oh. Ça m'unfollow parce que je suis trop léniniste, c'est ça? Ça m'a pris pour un SOSDEM. Allez, bon, bref. T'en dis, je pense. Donc, pour revenir à la vidéo, qu'est-ce que ne pas parler de l'URSS, qui a été un immense morceau économiquement et politiquement de toute l'histoire du XXe siècle, pour parler de comment les États différemment peuvent se développer, ne même pas évoquer l'URSS. Actuellement, j'aime beaucoup la NEP. C'est juste qu'on m'a appris que la NEP, c'est un peu du capitalisme. Ok, bon, on est d'accord alors. On est d'accord. On a suffisamment d'éléments pour considérer que parmi tous les modèles de croissance jamais mis en place à travers le monde, le modèle de développement économique appliqué aujourd'hui en Asie et orienté vers le développement d'industries compétitives à l'international est le plus capable de loin de générer de la croissance économique à long terme. Encore une fois, l'URSS, allô. L'URSS, c'était quasiment pas féodal, c'était un empire. Mais c'était d'un point de vue technologique. Le prolétariat naissait dans les grands centres urbains où il commençait à y avoir l'industrie. 90-95% de la Russie au moment de la révolution bolchevique, c'était littéralement de la paysannerie. C'était de la paysannerie. En l'espace de 30 ans, ils ont envoyé le premier homme dans l'espace, ils sont tenus la bourre avec les États-Unis d'Amérique, le grand pays du capitalisme. Il y a un contre-exemple tellement évident et tellement massif que tu peux pas avoir ce discours-là. Encore une fois, quoi qu'on pense de Staline et quoi qu'on pense de l'URSS, c'est juste une démonstration que d'autres modèles économiquement sont possibles que nos modèles capitalistes financiarisés. Pour en revenir à la France, si on a envie de faire en sorte que le pays retrouve une dynamique de croissance et de développement, comme on n'a pas de grandes ressources naturelles a priori, on n'a pas de meilleure option
que d'essayer de reprendre un modèle de développement proche de ce qui peut être fait en Asie actuellement. Alors, point important, c'est pas un système qui se définit Mais tu uniquement peux pas dire en Asie déjà. Enfin, il parle de la Chine ou d'autres pays en Asie. sur Waouh. un axe gauche-droite. Il va y avoir plein de démarcations qu'on n'entend quasiment pas dans le débat économique français, mais qui sont centrales dans le modèle. Il y a par exemple une opposition entre l'économie des services et l'économie plutôt de l'industrie et de la technologie. On a voulu en France créer une économie du tertiaire, une économie avec comme principal moteur de croissance de l'assurance, de la banque, du conseil, voilà, des services divers et variés. Et je ne suis pas contre ces services en particulier, mais l'idée du modèle qu'on essaie de suivre, c'est qu'on ne peut pas avoir une économie complètement tertiarisée. Il faut avoir au bout d'un moment de l'industrie ou de la technologie qui permettent de tirer tous ces services à la hausse et de vraiment porter la croissance économique. Après, bon, il dit ça comme s'il n'y avait pas d'industrie française. Et la tertiarisation de l'économie, c'est pas propre à la France, c'est propre à tous les pays occidentaux pour des raisons structurelles en fait. Bah, enfin, après, c'est ça sa tech. Il faut réindustrialiser la France. Est-ce qu'il n'y a pas l'intégralité de l'échiquier politique aujourd'hui en France qui disent tout ça? De l'extrême droite à la gauche radicale, en passant par les centristes, tout le monde dit il faut réindustrialiser la France. Même Mélenchon, il dit pas le contraire, hein. Il dit il faut réindustrialiser, mais pas le faire n'importe comment. Vous voyez? Bon, Autre point clé, ok, très les bien. modèles qu'on essaie de Premier point clé, il faut réindustrialiser la France. Avec un modèle libéral. Bon, c'est le truc le moins original que j'ai entendu de ma vie, hein. suivre étaient des économies qui étaient beaucoup plus orientées vers l'avenir, vers l'investissement et beaucoup moins vers la consommation ou le maintien du niveau de Ok. vie actuel. Les Tim La Corée Cook. du Sud, la Chine, Taïwan, le Japon ou Singapour, durant leur période de croissance, ne dépensaient quasiment rien dans le social et au contraire investissaient tout ce qu'ils pouvaient dans l'éducation, l'industrie, les infrastructures, ce qui permet ensuite le développement économique. Là où l'économie Alors encore là, il fait une grossière erreur. C'est que investir dans le social, ça participe au développement économique de manière indirecte, mais de manière très bien documentée, à la richesse d'une nation. Alors, je vais parler comme Adam Smith. Wealth of the nations. Voilà, je parle un libéral, je paraphrase Adam Smith. Si tu soignes bien ta population, si ta population a accès à une éducation de qualité gratuite pour tous, si tu as des bonnes infrastructures via l'investissement public, des bonnes routes que tout le monde utilise dans ton pays, etc., etc., etc. Si en termes de logement, les gens peuvent se loger facilement, dignement et sont dans les meilleures conditions de vie possibles, à la fin, ces gens-là, cette population-là, c'était travailleurs. Et avoir des travailleurs qui ont des bonnes conditions de vie, c'est plutôt une bonne chose. Non? Même d'un point de vue très pragmatique, libéral, il faut que notre nation attende bien économiquement. Bien traiter sa population et ses concitoyens avec des politiques sociales qui passent par la dépense publique, c'est faire un investissement indirect dans l'avenir, justement. Dans l'avenir, tu augmentes la productivité, etc., etc. Et ça fonctionne, en fait. Ça fonctionne très bien. Ça fonctionne très bien. Et moi, je dirais même, tu peux faire pareil en investissement et en passant par la fonction publique pour créer des grands chantiers économiques. Avec une politique de relance, une politique de planification. Mais est-ce qu'il est contre une politique de planification en soi? C'est la question que je me pose. américaine ou allemande, même si elles sont capitalistes et donc de droite économiquement, vont être plus portées sur la consommation et le niveau de vie actuel que sur l'investissement et le développement futur. Un exemple assez classique de ça, ça peut être des gouvernements qui vont utiliser l'endettement pour financer des chèques ou des réductions fiscales pour augmenter le niveau de vie à court terme, ce qui permet par exemple de gagner plus facilement une élection qui arrive, ce que n'aurait pas fait Trump, il fait même pas ça, hein. Il n'a pas augmenté le niveau de vie à court terme, hein. Il a mis bien ses potes milliardaires et c'est tout, hein. les modèles qu'on essaye de suivre à l'époque où ils ont fait la meilleure croissance. Alors, c'est un problème qui est aussi lié au caractère beaucoup plus démocratique des nations qu'on a aujourd'hui par rapport aux nations qui se sont beaucoup développées à l'époque, qui, eux, avaient moins ce problème d'élection court terme et qui donc avaient moins besoin de maximiser le niveau de vie sur le court terme par rapport à maintenant. À ce moment-là de la Alors là où je rejoins, c'est sur l'aspect court-termisme, long terme. L'économie capitaliste financiarisée est incapable de se projeter dans le long terme pour une simple et bonne raison. C'est que c'est la finance. Les marchés financiers ont ce rôle-là dans l'économie capitaliste qui est d'orienter les capitaux. Orienter les capitaux, dans quoi on investit? Où est-ce que l'argent qui existe, où est-ce que les capitaux qui existent vont? Dans quoi on investit? C'est ça le rôle dans l'économie capitaliste des marchés financiers. Et en fait, c'est par le jeu de l'offre et la demande que ça se fait. C'est-à-dire que si les marchés financiers estiment que là, il va y avoir de la demande, les gens vont vouloir acheter ce produit, et que toi, tu vas proposer une offre en échange de cette demande, il y a une orientation par l'appât du gain des marchés financiers, des capitaux par les marchés financiers vers ces secteurs d'activité. Ma phrase, elle était un peu alambiquée, mais vous avez compris. Typiquement, si les marchés financiers estiment qu'il y a de la thune à se faire de fou avec l'IA, ça va orienter les capitaux vers des investissements dans l'intelligence artificielle. Et en fait, dans l'idéologie libéraliste,
t'estimes que l'offre et la demande, c'est un truc qui est normal. Et c'est un truc qui est sain. C'est un truc qui va dans l'ordre de l'intérêt général. Pourquoi un citoyen, pourquoi un être humain, pourquoi un agent économique rationnel, n'est-ce pas, voudrait quelque chose dont il n'a pas besoin? Bah non, l'offre et la demande, c'est magique, c'est parfait. S'il y a une demande, c'est que les gens ont un intérêt à ce qu'il y ait cette demande. S'il y a une demande, c'est que les gens, ils veulent des voitures. Les travailleurs veulent des voitures, ils disent on veut des voitures. Et bah du coup, les marchés financiers orientent les capitaux vers des usines pour faire des voitures. Et tout le monde est content. Des gens sont fait de la thune, les investisseurs sont fait de la thune sur le marché de l'automobile, et les gens qui voulaient des voitures, l'ont demandé, sont contents parce qu'on leur offre des voitures optimisées et à bas prix grâce au capitalisme et grâce à l'économie de marché. C'est ça en gros le principe des marchés financiers dans l'économie capitaliste. Le jeu de l'offre et la demande est rationnel et sain pour tout le monde, et donc du coup les marchés financiers, par le jeu de l'offre et la demande, décident où sont alloués les capitaux. Voilà. Sauf que en fait ça marche pas comme ça. En fait ça marche pas comme ça. L'IA, c'est si utile que ça? Non. On nous vend des trucs qui servent à rien, on s'en bat les couilles. Les gens qui sont là juste pour se faire de la thune et partir avec le machin. Et surtout, ça se fait à court terme, ça. Ça se fait à court terme. Parce que l'appât du gain via les aspects financiers, c'est censé aller dans le sens de l'intérêt général par le jeu de l'offre et la demande, comme je viens d'expliquer. Mais en réalité, les gens, ils veulent se faire un chèque et se barrer avec le chèque. Ils voient à horizon 2, 3, 4, 5 ans, grand maximum. Pour s'investir sur des chantiers d'avenir à long terme, à l'échelle de décennies, les marchés financiers, ils ne font pas ça. Ils ne sont pas faits pour faire ça. Vous voyez? Donc il y a des gens qui veulent se faire des couilles en or là-dedans, comme Midas qui s'est gratté les couilles, on en parlait tout à l'heure. Il y a des besoins et une demande artificielle créée de toutes pièces par la classe capitaliste qui veulent se faire de l'argent là-dedans. Et donc au final, on alloue les capitaux n'importe comment, ça crée des inégalités, ça crée de l'exploitation, et ça crée des conditions matérielles d'existence pour les gens dont ils veulent même pas. Et c'est de la merde, et moi c'est pour ça que je suis communiste. C'est pour ça que je suis communiste. Parce que si on décide, via un État démocratiquement contrôlé, de choisir comment on planifie l'économie sur le long terme pour vivre bien en harmonie les uns avec les autres en tant qu'être humain, est-ce que ça sera pas mieux pour tout le monde économiquement parlant? Bah moi je pense que oui. Voilà. Et donc je suis d'accord avec lui au sens où il dit là en Occident actuellement on voit que à court terme. C'est vrai. Mais pose-toi les bonnes questions. Pourquoi on voit que à court terme? Parce que c'est le capitalisme financiarisé qui fait ça. C'est pas juste des choix politiques, c'est structurel. Voilà. Même pas la finance voit un horizon de minutes ou secondes. Oh, non, parfois c'est un peu plus quand même. Ils peuvent prendre des expositions de levier énormes avec peu de risques. On gagne de l'argent sur l'argent. On n'est déjà plus dans une économie de marché telle que tu l'as décrit. Alors ça, quand on parle d'hyperfinanciarisation de l'économie, il y a énormément de gens qui sont de la thune dessus. Mais jusqu'à preuve du contraire, l'économie de marché, ça existe et c'est gigantesque et c'est atroce. Mais l'économie de marché est quand même encore liée à l'économie réelle. Il y a encore une économie réelle qui existe, qui est là, et elle est encore financée par l'économie de marché. Tu vois? Elle est encore, contrôlée par l'économie de marché. Voilà. En vrai. Mais je suis d'accord. En plus, il y a une course à la vitesse et au n'importe quoi et au profit à bas prix dans ce qu'on appelle le marché secondaire, celui qui n'est pas lié à l'économie réelle dans les marchés financiers, qui fait que ça, là, ce que je viens de dire, c'est même pas ça. C'est même pas d'actualité. Moi, je parle encore des choses, je parle encore du marché primaire, de la finance qui est liée directement à des entreprises et de l'économie dite réelle, quoi. Voilà. En fait, ils ne se rendent pas compte que le capitalisme est un système global. Il fait ses petites robinsonnades en ignorant les contextes historiques et politiques et croit qu'on peut faire la même chose et avoir les mêmes résultats à différents stades de développement du capitalisme. Genre la Chine aurait pu devenir ce qu'elle est en faisant les politiques de Xi Jinping à l'époque de Mao avec 90% d'agriculteurs. Bah oui, voilà, exactement. C'est vraiment en mode... c'est là que tu vois, c'est d'un profond idéalisme. Il y a cette espèce de truc, en fait, le matérialisme. Alors, c'est des concepts de philosophie, t'as idéal. Je suis pas un philosophe, hein. En gros, t'as plusieurs écoles en philosophie, t'as un grand clivage de la philosophie, c'est idéaliste contre matérialiste, quoi. Et bon, je vais utiliser mes propres mots, peu importe, mais en tout cas, justement, Marx, c'est un matérialiste. Il y a tout un pan philosophique de Karl Marx, et c'est un matérialiste, un disciple de Hegel, qui était un idéaliste. Hegel, c'est celui qui a défini le concept de dialectique. Marx a repris le concept de dialectique, mais en essayant d'avoir une approche matérialiste de ça et historique. D'ailleurs, le premier nom initial du marxisme, avant qu'on appelait ça comme ça, la théorie et l'œuvre philosophique de Karl Marx, c'est ce qu'on appelle soit le matérialisme dialectique ou alors même le matérialisme historique. Vous voyez? Actuellement, le marxisme, c'est un dépassement du matérialisme et de l'idéalisme. Oh, c'est bon, me casse pas les couilles, j'essaie de vulgariser avec le peu que je sais. Bref, peu importe. Mais en tout cas, oui, se dire que ça n'a même plus lieu d'être, en fait. C'est un peu le matérialisme a triomphé, quoi. Quelque part. C'est un peu le triomphe du matérialisme, Karl Marx. Bon, j'en sais rien. Mais en tout cas, lui, il est idéaliste au sens où il ne se base pas sur ce qui est concret. Il a l'impression que les idées flottent dans les airs en sortant du cerveau des êtres humains et c'est en appliquant ou pas ces idées que le monde va se dérouler d'une certaine manière. Alors que les idées dépendent de ce qui se passe matériellement sur le monde. Après, il y a un aller-retour, effectivement. Mais être matérialiste, c'est de dire que nos idées sont conditionnées par ce qui se passe IRL, j'ai envie de dire.
et que nos idées sont modifiées par ce qui se passe matériellement. Là où l'idéalisme, c'est dire les idées des hommes précèdent ce qui se passe matériellement, quoi. Voilà. Bref. Vidéo, vous avez peut-être envie de me dire, bon, c'est bien gentil Jean-Philippe, mais quel est le rapport avec le programme de Jean-Luc Mélenchon? Si, moi je comprends, il va en venir, la planification économique, tatata. Non, moi c'est bon, j'y suis. En tout cas, Crésus, on est en bon terme. Si tu regardes ce react, j'espère que tu trouves ça intéressant. Et moi, je te parle avec sincérité. Hein. Je dis, t'es mon droitard préféré, machin bidule. Genre, moi, je suis pas là juste me dire, vas-y, je vais te clasher et t'insulter, les sales droitards de merde. Genre, vraiment, t'as l'air d'apprécier mon contenu quand je parle de ces questions-là. J'ose espérer que tu trouves ça premier degré intéressant. Après, réfléchis à ce que j'ai dit, quoi. Réfléchis à ce que j'ai dit. Je sais pas, j'ai l'impression d'avancer des arguments intéressants, quand même. Mais effectivement. Et si le problème, c'est qu'à la base, c'est dans l'investissement et du coup, t'aimes bien l'économie de marché parce que c'est aussi un peu ton gagne-pain et que t'y crois franchement, je peux comprendre, mais juste, moi, j'ai vraiment l'impression que tu te trompes, quoi. Et tu sais quoi, on peut être de gauche et aimer la thune, en fait. Tu seras pas le premier. Hein. Tu seras pas le premier. Sois-le par pragmatisme. Le programme de Jean-Luc Mélenchon. Mais effectivement, rien à voir. Mais justement, aujourd'hui, la France, elle est dans une logique qui est à l'opposé de celle des États asiatiques qu'on essaie de copier. C'est probablement, d'ailleurs, le pays le plus à l'opposé du modèle asiatique sur la planète. La France a un système qui favorise la consommation, la protection sociale ou la valeur du patrimoine immobilier et qui, au contraire, défavorise les entreprises industrielles, la technologie ou l'investissement long terme. Alors non, quand il dit ça, Macron, il est en mode l'innovation, je suis fan de Philippe Aghion. C'est juste que quand tu regardes les dépenses, l'aide indirecte aux entreprises, les exonérations de cotisations sociales et les baisses d'impôts, les crédits d'impôts, etc. pour les entreprises, le but même de Macron, c'est justement d'investir pour l'avenir en laissant nos entreprises françaises développer l'innovation et faire de la France une start-up nation. Alors après, certes, on a notre modèle de sécurité sociale qui est très développé, ce qui fait qu'il y a des pans entiers de l'économie qui n'appartiennent pas au privé mais au public. Les compagnies d'assurance, elles ont beaucoup moins de parts de marché dans l'économie française parce qu'on a socialisé tout ça d'une certaine manière via la sécurité sociale. Les fonds de pension en France, ils font pas grand-chose parce qu'on a la retraite par répartition. Et c'est un ajustement comptable, en vérité. Juste, ça change quoi? Qu'on privatise la retraite ou pas? Ça changera quoi pour l'innovation et l'argent qu'on met ailleurs? Tu vois? Ça changera pas grand-chose. On a plusieurs façons de se rendre compte de ça. La première, c'est que la France est le grand pays le plus industrialisé de la planète, Ok, ouais. malgré en plus un avantage important sur l'énergie, ce qui rend donc la situation d'autant plus étonnante. Et puis, on le remarque aussi via l'allocation des dépenses publiques, c'est-à-dire que malgré le fait qu'on soit le pays qui a la plus forte dépense publique au monde, il y en a une part infime qui est dédiée à d'investissements utiles sur le long terme pour la nation et pour la prospérité française. Ok. Mais quand tu regardes ça, encore une fois, ça marche pas comme ça, la fiscalité. La dépense publique et les rentrées d'argent, c'est la même chose. La dépense publique ne se regarde qu'à l'aune des rentrées fiscales. Si la politique de Macron, et c'est ce qu'il fait depuis longtemps, consiste à rendre la France plus compétitive en baissant les exonérations et en baissant les impôts, c'est un manque à gagner. C'est comme une dépense, ça revient au même. Il pourrait n'avoir aucune politique d'exonération de cotisation, etc., mais décider de faire des aides directes. Ça serait le même bilan comptable à la fin, ça serait la même chose, et tu le sais. Pas besoin de l'expliquer. Donc là-dessus, non, c'est pas vrai, encore une fois. C'est pas vrai. Alors après, dire oui, on a un modèle social qui représente beaucoup d'argent, et cet argent-là, d'un point de vue comptable, passe par la puissance publique. Ouais, c'est vrai. Mais je veux dire, pour un travailleur, ça ferait quoi en fait? Si on n'avait pas les retraites, ça ferait quoi? Ça ferait que, à coût du travail égal, un Français gagnerait plus. Je dis bien à coût du travail égal, ça augmenterait pas la compétitivité ou quoi que ce soit. Ça marcherait comment? De passer un système intégralement de retraite par capitalisation. Ça veut dire qu'à coût du travail égal, on garderait le même coût du travail, simplement les Français verraient leur salaire décoller parce qu'ils payent beaucoup moins de cotisations. Mais à côté de ça, ils devraient eux-mêmes financer leur propre retraite. Donc ce qu'ils ont gagné en salaire, ils le mettront dans des entreprises privées et des fonds de pension. Et certains le souhaitent, certains sont pour ça, moi je suis contre. Mais en fait, ça change quoi? En quoi ça permet d'allouer plus d'argent pour l'État français, pour l'innovation et ce genre de choses? C'est en mode genre, bah ok, on a moins de cotisations parce qu'il n'y a plus la retraite par répartition, et du coup on a moins de dépenses parce qu'il n'y a, plus la retraite par répartition. Qu'est-ce que ça change à la fin? C'est un jeu à somme nulle. C'est un jeu à somme nulle. Ou alors, il faut aller au bout de la démarche, dire non. On va baisser le coût du travail en supprimant la retraite par répartition. Mais comment tu fais ça? Ça veut dire que des travailleurs, en gros, ils voient pas trop leur salaire augmenter, mais maintenant ils doivent financer eux-mêmes leur propre retraite avec leurs fonds privés, auprès de fonds de pension. Tu fais comment? Quand tu fais ça? Tu peux plus te payer de retraite pour les travailleurs les moins fortunés. Tu vois? Donc au bout d'un moment, c'est tu choisis. Soit tu sucres la retraite aux Français travailleurs les plus pauvres,
soit ça change pas grand-chose et c'est juste un ajustement comptable. On aura certes une dépense publique en point de PIB bien plus basse et un nombre de cotisations bien plus bas, mais on aura le même déficit à la fin. Ça changera rien. Tu vois ce que je veux dire? Donc non, là-dessus, c'est complètement con, excuse-moi. Si vous voulez avoir tous les détails des écarts d'allocation qu'il y a entre les dépenses faites par la France et Encore celles une fois, c'est faites par tellement exemple par la Chine, différent. j'ai fait Donc on parle du logement alors, les différences en termes de logement entre la Chine et la France? On veut aller là-dessus? Le français moyen, en moyenne, en France, on dépense un tiers de ses revenus pour le logement. On compare ça avec la Chine juste pour voir? Deux, trois petites choses comme ça? vidéo complète, secteur par secteur, que vous pouvez aller voir, qui résumera tout. Mais globalement, vous verrez que la logique est totalement inverse. Malheureusement, une fois qu'on a fini ce constat, on est bien obligé de faire un autre constat, qui est Parce que que voilà, hein, nous, certes, on n'a pas le privé sur des secteurs entiers de l'économie, comme la retraite par répartition. Enfin, on l'a un petit peu. Mais comme on a la retraite par répartition, le secteur privé est très peu présent sur les retraites, qui est un gros secteur économique en France, certes, mais il y a d'autres modèles, et notamment la Chine, le secteur privé est beaucoup moins présent sur le logement. Ça représente combien en point de PIB le logement en France? Juste pour savoir par rapport aux retraites. Pourquoi t'en parles pas de ça? T'as des angles morts dans ton analyse, hein? en pratique, il paraît extrêmement Et les transports, improbable que pareil. cette doctrine française évolue pour aller vers une doctrine plus proche de celle des États qui ont connu un grand développement. Parce que cette autre logique, elle implique des sacrifices importants et des décisions qui seraient immensément impopulaires. L'idée générale, si on voulait changer la France en pays qui de nouveau se développe, serait en proportion de donner nettement moins aux personnes pour allouer beaucoup plus au développement et à l'investissement. Pour prendre un exemple concret de mesures qui pourraient être mises en place, on pourrait réduire drastiquement les dépenses de retraite Voilà. qui servent à financer de la consommation actuelle pour investir dans des infrastructures ou faire des réductions d'impôts massives sur les entreprises industrielles ou de haute technologie qui restent présentes sur le territoire français. Ok, parfait. C'est ce que je disais tout à l'heure. J'aurais dû attendre là pour ce moment de la vidéo. Si tu veux prendre l'argent qu'il y a alloué pour la vieillesse et le foutre dans l'énergie, l'argent qui est alloué à la vieillesse, aux retraites, il sort pas de nulle part. Il sort de ses recettes publiques totales. Donc ça veut dire que tu veux baisser et supprimer la moitié de l'argent des retraites sans rien changer aux impôts en France. Ça ne fera pas baisser le taux de prélèvement obligatoire. C'est-à-dire que tu payes autant de cotisations pour ta retraite et t'as pas de retraite, à la place ils le foutent dans l'énergie. C'est ça que ça veut dire. C'est ça que ça veut dire très concrètement. Parce que être pour la retraite par capitalisation, dire regardez, ici on va faire baisser la vieillesse, comme ça on pourra faire baisser ici. Notamment les cotisations. Et les cotisations employeurs et les cotisations salariales. On baisse ici, comme ça on baisse ici. On a augmenté le salaire net des Français. Mais maintenant vous vous démerdez pour vos retraites, vous les payez vous-même. Être pour la retraite par capitalisation, c'est être pour ça. C'est ce que je viens d'expliquer. Lui, c'est même pas ça. C'est en mode, on réduit de moitié l'argent alloué aux retraites, mais on change rien aux cotisations. Comme ça, on fout tout dans l'énergie. C'est-à-dire que tu payes sur ton salaire une grosse part, une bonne part de ton salaire via des cotisations, et au lieu de pouvoir avoir une retraite à la fin, t'as pas de retraite. Et on l'a mis dans l'investissement productif, mais à l'énergie. Vous vous rendez compte à quel point il est teubé en réalité? Vraiment, Crésus. Genre, mais, tu réalises ce que je suis en train de te dire? C'est pas possible. Tu penses que c'est acceptable ça? Donc c'est vraiment en mode genre, ok, bon, on va supprimer les retraites, mais on va pas supprimer les cotisations retraite. C'est pour ça, toi? Il y a un système qui fait ça dans le monde? Ah ouais. Ce qui pose aussi problème dans ce type de programme, ça serait les montants. Rien que, par exemple, pour remettre à l'équilibre le budget français, il faudrait économiser 150 milliards sur les dépenses publiques. Et si on veut ensuite favoriser concrètement le retour de l'industrie ou l'innovation sur le territoire, il faudrait encore réallouer au moins 200 milliards de dépenses supplémentaires, ce qui signifie faire des coupes de... Personne ne parle de mettre un déficit à 0%. Lui, il veut un déficit à 0%. Qui veut un déficit à 0%? On s'en bat les couilles. L'objectif de l'Union européenne, qui est quand même bien libéral, c'est de se maintenir en dessous de 3% de points du PIB. Lui veut aucun déficit. Donc tes 150 milliards, non, il n'y a pas besoin d'aller chercher ça. Enfin, de quoi il parle, quoi? 300 milliards de dépenses assez rapidement. Et avec ça, on fait même pas de miracle. On redevient juste un petit peu plus compétitif à l'échelle européenne. Mais avec ça, on resterait toujours très très loin des pays les plus Il dynamiques de connaît la les stats de déficit sur des autres pays très très loin de quel pays? De quoi tu parles? milliards de dépenses assez rapidement. Et avec ça, on fait même pas de miracle. On redevient juste un petit peu plus compétitif à l'échelle européenne. Mais avec ça, on resterait toujours très très loin des pays les plus dynamiques de la planète. Ah, de la Mais planète, ok, malheureusement, rien que ça, dans le cadre politique... On est surendetté? Pas tant que ça, hein. Ça va. Hein. Il parlait du modèle asiatique. Vous voulez voir la dette japonaise, juste pour voir? Le déficit annuel et la dette japonaise? Pourtant, ils ont des vieux qui travaillent dans la rue jusqu'à 90 ans. Hein. Eux, la retraite par répartition, ils l'ont pas. Hein. Tu vois des gens balayés dans la rue à 85 piges. Hein. On parle du Japon? Qu'est-ce que quelqu'un peut l'envoyer? Du déficit annuel et surtout de la dette cumulée du Japon? On en parle? Et les États-Unis? Ils ont pas la retraite par répartition. Hein. Ils sont plus endettés que nous. Attends.
en points de PIB. On va mettre par rang. Parfait. Les plus compétitifs de la planète. On est 14e dans le monde en France, hein, en termes de dette en points de PIB. Voilà, on est 14e, juste pour dire. Alors, il y en a qui sont non classés, j'ai pas bien compris pourquoi, on va voir. C'est parce que les Japonais n'ont pas l'esprit d'entreprise. Mais ils sont japonais. C'est peut-être pour ça, sinon. Ok. Donc là, c'est en dette extérieure, dollars, par habitant, bref. Allez. On va mettre ça en rang. Japon, dette extérieure. J'arrive pas à lire ce chiffre. 13 100 milliards de dollars. On est à 260% en points de PIB de dette. Aïe, 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 aïe. Coup dur. Coup dur pour le Japon. On parlait des États-Unis d'Amérique. On est à 130% en points de PIB. Le très capitaliste et sans aucune. Avec un modèle social extrêmement réduit. États-Unis d'Amérique sont à 130% de dette cumulée, c'est-à-dire 102 dollars par habitant. Au Japon, c'est où? Quoi? Au Japon, ils sont à 260% de dette cumulée, 105 000 par habitant. Bon, c'est possible. Ça paraît gigantesque. Bon, je sais pas. En France, on est 14e à 117. Donc, on est moins endetté en cumulé que les États-Unis. On pourrait dire, oui, mais il y a le taux sur les marchés financiers, Ribot. Ribot, avec la voix de Michou. Ribot. T'oublies les taux sur les marchés financiers. Standard & Poor's a baissé la note de la France sur les marchés financiers. Bah, allez voir les taux d'intérêt des États-Unis. Et après, vous pourrez dire, oui, mais les États-Unis, c'est pas pareil. Les États-Unis, justement, nous, on s'endette pour notre système social. C'est pas productif. Eux, ils s'endettent pour de l'économie productive. Ah ouais, ils s'endettent pour le complexe militaro-industriel américain et pour renforcer leur impérialisme et avoir des centaines de bases militaires partout dans le monde. Ah, c'est bien, du coup, ça va. Ils empruntent à un taux plus élevé que nous sur les marchés financiers, mais c'est pour financer la guerre et l'impérialisme. Oh, bah ça va, alors c'est mieux, j'avoue. C'est beaucoup mieux. Non, mais bon. Est-ce qu'on peut juste parler 5 minutes avec un semblant d'intelligence et arrêter de dire absolument n'importe quoi, genre. Moi, j'ai pas une chaîne YouTube spécialisée sur l'économie. Hein. Moi, je suis un toutologue de merde. Comment ça se fait que je mogue intellectuellement ce mec qui investit en bourse? Bref. Français actuel, ça paraît impossible à faire voter. Si on essaye de décortiquer l'opinion publique actuelle, on voit des sondages qui expliquent par exemple que la majorité des Bon, c'est bon, j'ai dit ce que j'avais à dire, je vais couper le live. refuseraient de baisser leur retraite pour garantir aux générations futures d'en recevoir une. Et quand, au contraire, on cherche les propositions et les idées politiques qui plaisent le plus aux Français, on remarque que tout ce qui consiste à taxer du capital pour financer du niveau de vie ou de la consommation, c'est extrêmement populaire. Bah ouais, Ça a normal. souvent plus Les de gens, 80. ils veulent vivre, en fait, quoi. Et puis si les Français, ils ont plus d'argent, ils sont moins pauvres, ils vont acheter des choses. Et donc ça augmente le PIB. Ça fait de la croissance. Ça augmente le SMIC. Ça veut rien dire du capital. Ou du machin bidule. De quoi tu parles? Des Français qui passent de 1400 € de revenus mensuels à 1800 € de revenus mensuels, ils vont tout dépenser. Ça part dans l'économie. L'économie, c'est un circuit fermé. Enfin, c'est pas un circuit fermé, mais c'est un circuit, quoi. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Comment j'ai fait ça? Ah non, c'est bon. Opinion favorable. De plus, dans l'opinion publique, toutes les tranches d'âge ne sont pas à égalité. Il y en a une qui est particulièrement importante pour ce qui nous concerne, c'est celle des plus de 55 ans. Ah. Elle représente déjà une part immense de l'électorat Les vieux. et une part encore plus importante des votants, puisque le taux de participation de cette tranche d'âge Donc, est très alors là, élevé, ce qui fait Là, on qu'ils va peut-être être d'accord. sont carrément majoritaires à beaucoup d'élections. Et il s'avère que cet électorat est celui qui bénéficie le plus de la dépense publique de loin. Et de façon très logique, ces personnes ne vont pas voter pour réduire leur propre pouvoir d'achat. Ça n'aurait aucun sens, ils n'y ont pas du tout intérêt. Donc, dans un cadre démocratique classique, il apparaît comme impossible de faire voter un programme de croissance à long terme dans la situation actuelle. Alors non, mais ça, c'est juste que c'est un libéral. Et pour lui, si on veut augmenter la croissance, il faut privatiser les retraites. Et personne n'osera privatiser les retraites parce qu'ils veulent le vote des vieux. Je suis d'accord. Je suis d'accord avec ça au sens où personne va vouloir privatiser les retraites ou baisser les retraites des vieux parce que c'est trop impopulaire et pour gagner une élection présidentielle, ça gagne pas, ça. Vous voyez? Là-dessus, je suis d'accord avec lui. Mais est-ce que privatiser les retraites, c'est une bonne idée même? Non. Écrit, finalement, c'est un problème inhérent à la démocratie qu'on connaît depuis 300 ans, qui s'appelle la tyrannie de la majorité. Allez, nique ta mère, Aujourd'hui, c'est bon, il y a ça va. en La France tyrannie de la majorité. Hein. Ça serait pas mieux s'il y avait une minorité qui vote au lieu de la majorité? Si on retournait au suffrage censitaire, c'était mieux à l'époque. Hein. Ou alors sinon, sinon, on fait comme la Chine. T'as un parti, et c'est via un parti bureaucratisé, en montant en interne via des jeux d'influence, que tu peux arriver au pouvoir. Mais sans élection présidentielle au suffrage universel direct.
à ce moment-là. Bon, bref. Une majorité de personnes qui veut continuer coûte que coûte, indépendamment des conséquences pour l'avenir de la nation, à financer son niveau de vie via de la dette ou via la destruction de l'appareil productif français. Et ces personnes continueront à le faire quoi qu'il en coûte pour les générations futures. Normalement, pour éviter ce type de problème, il peut y avoir des verrous dans la Constitution. En Allemagne, c'est le cas. Il y a ce qu'on appelle la règle d'or, qui explique qu'une génération n'a pas le droit de financer son niveau de vie avec une dette qui sera payée par les futures générations, parce que c'est considéré comme une rupture d'égalité, parce que les personnes qui vont devoir payer Il parle des libéraux, il parle de Macron. Il y a un truc que j'ai pas suivi dans ce qu'il disait. Il a dit quoi là? Ah, le truc de la tyrannie de la majorité? Ouais. Attendez, désolé, j'ai eu une petite absence. L'Angleterre du dernier siècle, qu'on a particulièrement cité comme exemple de ces sortes de gouvernements, était un État essentiellement aristocratique, bien qu'il se trouvât dans son sein de grands éléments de démocratie, car les lois et les mœurs y étaient ainsi établies que l'aristocratie devait toujours, à la longue, y prédominer et diriger à sa volonté les affaires publiques. Oui, ok. coûte que coûte, indépendamment des conséquences pour l'avenir de la nation, à financer son niveau de vie via de la dette ou via la destruction de l'appareil productif français. Et Il réduit enfin chaque nation à n'être plus qu'un troupeau d'animaux timides et industrieux dont le gouvernement est le berger. Ça vient d'où ça? Pourquoi il dit pas c'est quoi? ces Je personnes comprends rien, je suis continueront fatigué. à le faire quoi qu'il en coûte pour les générations futures. Normalement, pour éviter ce type de problème, il peut y avoir des verrous dans la Constitution. En Allemagne, c'est le cas. Il y a ce qu'on appelle la règle d'or, qui explique qu'une génération Bon n'a bref, pas le droit de financer son fatigué. niveau de vie avec une dette qui sera payée par les futures générations, parce que c'est considéré comme une rupture d'égalité, parce que les personnes qui vont devoir payer la dette n'ont pas encore le droit de vote, et donc ils n'ont pas moralement à subir les décisions auxquelles ils n'auraient jamais participé. Leur principe constitutionnel est donc que les revenus qu'ils ont actuellement doivent financer les dépenses qu'ils font actuellement. La seule exception, c'est pour les investissements. Là, on considère que c'est une dépense qui amène des bénéfices dans le futur et donc l'égalité intergénérationnelle est respectée. Mais en dehors de ce cas précis, c'est limité de façon très stricte. Et malheureusement, en Mhm. France, il n'y a pas de règle similaire dans la Constitution, ce qui fait que le gouvernement peut, en toute légalité, augmenter sa dette à volonté, même si c'est pour financer non pas des mesures d'investissement, mais des mesures qui soutiennent le niveau de vie d'une partie de la population qui ne remboursera jamais la dette. Et a priori, cette situation va rester la même, puisque pour voter une réforme constitutionnelle, c'est encore plus dur que faire voter une loi normale, et déjà voter une loi normale pour réduire ses dépenses serait impossible. Donc la réforme Mais constitutionnelle tu est... vois, là, je comprends pas. C'est qu'il part du principe qu'en fait, là, Macron et compagnie, c'est des socialistes, quoi. Après, il y en a plein qui disent ça, parmi les droitards. Vraiment les idiots du village, hein. En fait, c'est des socialistes. Encore une fois, ils ne se basent pas sur la réalité économique de ce qu'est la France. On a un système qui est différent des autres systèmes, pour d'autres pays. Imbibé de social-démocratie, peut-être. On a des petits éléments d'économie socialisée, plus que les autres, effectivement. C'est un héritage du Conseil national de la résistance, un truc qui s'est fait pendant la 4ème République, etc., 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 etc. Et qu'en fait, quand tu connais un tout petit peu l'histoire de la France au XXe siècle, post-Seconde Guerre mondiale, et l'histoire fiscale de la France, et l'histoire du modèle social français, etc., bah oui, effectivement, on est un pays qui est pas tout à fait comme les autres. Ouais. Déjà, premièrement, pourquoi tu prends pas ça en compte? C'est insupportable. Et deuxièmement, enfin, il faut prendre ça en compte pour comprendre que la droite française, certes, ils vont pas privatiser la sécu du jour au lendemain, mais ils en fait pas des socialistes pour autant. Et en mode, quoi, tu ne veux pas privatiser intégralement la sécurité sociale? C'est bien, ça veut bien dire que tu es de gauche. C'est pas comme ça que ça marche. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Ils font, à l'échelle du modèle économique français, ce qu'il aurait possible de faire pour jouer dans l'intérêt de la classe bourgeoise. Et Macron, c'est le spécialiste de ça. Comment ça se fait que dans cet enfer fiscal, on a énormément de milliardaires qui se mettent super bien, qui payent très peu d'impôts? Oh, parce qu'on a notre système français qui, économiquement, est un peu différent de certains pays plus traditionnellement libéraux, certes, mais en fait, ça marche quand même très bien pour la classe bourgeoise, quoi. Et en fait, la droite au pouvoir arrive très bien à aller plutôt dans le sens de la droite, avec leur fameuse politique d'exonération de cotisations sociales. Tu vois les dividendes, les versements de dividendes qui explosent, les grandes fortunes qui explosent, et le déficit qui s'accroît. Est-ce que ça, c'est pas lié? Est-ce que ça, c'est pas lié? Est-ce que le déficit s'accroît pas justement parce que les macronistes et leurs prédécesseurs mettent bien la classe bourgeoise qui voit ses bénéfices augmenter? Oui. C'est pas parce qu'ils ont augmenté les retraites des vieux pour se faire réélire. Mais putain, mais utilise ton cerveau 5 minutes! totalement hors de propos, ce qui fait que les personnes T'as rien comme compris, c'est la faute des Arabes. Ah, peut-être.
Moi qui voudrais transmettre aux générations futures une société plus prospère que celle dans laquelle on vit actuellement, se retrouve dans une impasse, puisqu'il y a une majorité d'électeurs actuellement qui veulent au contraire sacrifier les générations futures pour maintenir un niveau de vie le plus élevé possible. Alors, je pense que la plupart ne l'ont pas conscientisé comme ça, mais il faut bien comprendre que tous les budgets en France qu'on a votés depuis 40 ans seraient jugés comme étant inconstitutionnels en Allemagne, spécifiquement C'est pas le même modèle économique. Allô? pour cette raison de rupture de l'égalité. Donc, je veux dire, selon la constitution allemande, ce que font les Français, c'est sacrifier leur génération future pour garantir leur propre niveau de vie. C'est pas Ok, François Bayrou. Hein. Mais pourquoi il vote pas François Bayrou? C'est le discours de François Bayrou, il a écrit un livre pour dire ça. Attendez juste, je regarde juste un truc. L'Allemagne? Ah, dans l'endettement de l'Allemagne, on est quand même 20e en France, hein. 20e dans le monde. Hein. Dans le rang des pays endettés. Hein. 20e, c'est pas fou. Hein. La glorieuse Allemagne avec sa glorieuse règle d'or, regarde. Parce que nous, certes, on est 14e. Mais regarde, le très libéral Royaume-Uni, ils sont 16e. Ils sont juste derrière. Et à l'Allemagne, ils sont quand même dans le même tiers que nous. 70% de leur PIB, la dette, c'est l'équivalent de 70% de leur PIB. On est à 32 000 $ par habitant pour l'Allemagne. Et nous, on a 48 000 $. Ça reste des ordres de grandeur qui sont assez proches. Comment ça se fait que la glorieuse Allemagne, qui n'a rien à voir avec nous, bah quand même est endettée à hauteur de 70% de son PIB? Bizarre ça. Les choses sont moins binaires que ce que tu crois en fait. Peut-être que la France est un modèle qui est quand même plus proche que tu ne le penses de nos pays voisins, donc que tu as l'air de sucer la bite goulûment, quoi, non? Oh là là, j'en peux plus. Il est chiant ce réact, ça y est, je suis énervé. une position si extrême que j'ai, elle est conforme à ce que dirait un constitutionnaliste allemand. Donc c'est un tableau assez noir, et c'est là justement que Jean-Luc Mélenchon pourra intervenir. Gros, mais pas un A, Mélenchon. Ta vidéo, c'est un E, là, t'as mis un A, fais des efforts. Pitié. Quoi. Vous l'avez compris, ce que je cherche, c'est pas un candidat qui va appliquer mes idées. Ça n'existe pas, ça ne serait de toute façon pas élu. Ce que je cherche, c'est donc un candidat... Ses idées, rappelle, hein, ses idées, c'est David Linard. Hein. Voilà. Ses idées, c'est aller regarder la table ronde de Sardoche chez David Linard. Hein. Voilà, c'est ça ses idées. Du coup, je comprends pas. C'est quoi, c'est pour essayer de me m'adouer, tu vas envoyer un MP pour dire waouh, en vrai, tu t'y connais bien en finance, j'aime bien. Je comprends pas en fait. Je comprends pas. Je vais flex. Je comprends pas comment tu peux regarder mes streams quand je parle de ce sujet-là et rester aussi bête. Vraiment, je comprends pas. Qui créera une crise, qui rebattra les cartes et qui permettra, voire imposera de fait, une réforme profonde de la situation actuelle qui permettra ensuite potentiellement de repartir sur des bonnes bases, et cela relativement rapidement. Ok, donc si Mélenchon arrive au pouvoir, il va mettre la France en faillite, on va être mis sous tutelle du FMI, ça va faire un peu un scénario à la grecque, et du coup on va nous imposer un régime beaucoup plus libéral, tout privatisé, et il y aura du sang, mais c'est pas grave, c'est pour avoir une croissance, et c'est pour sauver les générations suivantes. C'est vraiment une idée de con, hein. Mais vas-y, fais-le, va jusqu'au bout. Et vote pour lui au second tour face à Marine Le Pen aussi. De toute façon, mon Crésus. T'as des angles morts sur le racisme et compagnie. Certes. Mais t'as vu le programme économique de Le Pen? C'est une socialiste comme les autres. Donc bon, quitte à choisir au second tour entre Mélenchon et Le Pen, vote Mélenchon. Hein. Au moins, il est pas raciste. Voilà, on est d'accord? Allez, hop là. Alors, ça peut être une solution qui, a priori, apparaît comme étant extrême. On pourrait me dire qu'il faut mieux essayer de jouer le jeu de la politique classique en essayant de non, c'est bien comme ça, les fais gens ça. normalement à voter pour un parti qui est rigoureux en matière budgétaire, par exemple. Sauf que, vraiment, ce n'est pas crédible. Si on prend l'exemple des Républicains, qui sont censés être dans la filiation du général de Gaulle, eh bien... Comment ça se fait qu'ils vont pas privatiser les retraites? Non. Tant qu'on privatise pas les retraites, ça sera pas du libéralisme. On est forcé de constater que leur projet n'est pas de changer de modèle, leur projet c'est de gérer le plus efficacement possible le déclin progressif des capacités de production françaises, tout en maintenant le pouvoir d'achat de leurs électeurs. C'est marrant, hein. Il parle comme un communiste révolutionnaire parle de la France insoumise. C'est la même chose. Nathalie Arthaud qui dit « Mélenchon n'a pas pour but de faire le socialisme. Mélenchon veut gérer de manière un peu moins violente le capitalisme et la bourgeoisie française. » Il dit la même chose de LR. Il dit « LR n'est pas là pour faire le libéralisme. LR est là pour gérer un peu mieux le déclin économique de la France. » C'est pareil. Il est au libéralisme que Nathalie Arthaud est à la gauche française. On parle tout de même d'un parti qui a menacé de faire tomber un gouvernement duquel ils étaient membres parce que celui-ci avait prévu d'augmenter un petit peu moins vite que prévu une partie de la retraite des plus riches. C'est pas ce qui s'est passé. Non, mais qu'est-ce qu'il raconte? C'est pas ce qui s'est passé. C'était de la politique politicienne de con où tout le monde se disait le Cornu il va se faire censurer, il pourra pas tenir, ça va être une dissolution. Retailleul était en train de préparer ses cartes pour la suite parce qu'il avait déjà les yeux sur la dissolution à venir.
qui n'est pas arrivé, parce que le PS n'a pas décidé de censurer. Il a choisi le moindre prétexte en disant c'était qui déjà? En mode, vous mettez Bruno Le Maire ministre? Après qu'il ait ruiné la France, je ne ferai pas ce gouvernement avec Bruno Le Maire. Ça a déclenché une crise politique de zinzin. Le Cornu, au bout de même moins de 24 heures, a décidé de démissionner. On s'est dit, bon, bah, ça va partir en dissolution. C'est pour ça que Retailleau a fait son move. Macron a remis Sébastien Lecornu dans un gouvernement, Lecornu 2, qui est encore celui d'actualité. Et le PS, contre toute attente, en tout cas, la plupart des gens n'y croyaient pas, a décidé de ne pas le censurer pour la continuité des institutions. C'est ça qui s'est passé. Hein. Ça n'a absolument rien à voir avec Lecornu qui voulait ne pas, mais qui voulait un tout petit peu baisser les retraites. Bah, sois macroniste et vote Lecornu à ce moment-là. Enfin, genre, vraiment le niveau d'ignorance sur ce qui s'est passé. Mais encore une fois, quand en fait, tu n'as qu'un seul marteau, tu n'as qu'un seul outil et c'est un marteau, tout ressemble à des clous. C'est ça l'expression. Alors, si tu veux analyser la politique uniquement par le prisme de moi, ce que je veux, c'est la croissance pour que mes investissements en bourse, ils fassent plus d'investissements en bourse, bah ça rend bête en fait. Tu peux pas analyser les choses qui se passent en fait. La politique, c'est pas juste comment avoir de la croissance et baisser les taux de prélèvement obligatoires. Ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. De ça, je vous garantis. Voilà, moi j'ai un marteau, mais j'ai aussi une faucille. Exactement. Exactement. Je peux dire que c'est un prisme de lecture, le marteau et la faucille, où tout ne ressemble pas à des clous. Un prisme de lecture qui nous permet, avec habileté et pertinence, d'analyser politiquement le monde dans lequel on évolue. Tout à fait. Il faut deux outils, un marteau et une faucille. Sinon, quand on a qu'un marteau, tout ressemble à des clous. Tout à fait. Tout à fait. Bravo. Bravo le chat. Bon allez, bref, on reprend. Je commence à fatiguer. Hein. Une partie de la retraite des plus riches pendant 1 an. En dehors de ça, je vous garantis, ayant lu la rediff, ça arrivera ce week-end probablement. Aucun ne défend une idée ne serait-ce que proche de ce que j'aimerais voir arriver pour la France. Au contraire, ils sont tous quasiment à mon opposé idéologique. De façon un peu provocatrice, je pourrais dire que je suis tellement à droite économiquement que par rapport au champ politique français, de mon point de vue, il n'y a presque aucune différence entre la France insoumise et les Républicains, puisque ça veut dire que t'es con, ça veut pas dire que t'es à droite économiquement, je suis désolé. Ça veut dire que t'es bête et que t'as pas compris comment ça fonctionne l'économie. Je suis tellement à droite économiquement, c'est tous les mêmes, de Mélenchon à machin bidule. Oh là là. Les uns veulent avoir une dépense publique. Là, je suis désolé, c'est de la bêtise pure. C'est de la bêtise pure que de dire ça. Ça va se croire plus intelligent que tout le monde. Hein. Qu'est-ce que tu crois? Tu crois que les gens les plus à droite, ils sont pas tout aussi à droite économiquement que toi? Bien sûr que si. C'est juste qu'ils ont un cerveau, ils savent très bien qu'en France, vu notre système, c'est un peu plus compliqué que ça. Je sais pas. 35% du PIB, ce qui les placerait en tant que numéro 1 mondial et avec des investissements Merci Lutadici. Merci Lutadici pour ton 4e mois d'abonnement. Productif extrêmement faible, sachant que les autres veulent avoir une dépense publique équivalente à 58% du PIB, ce qui les place aussi à la place de numéro 1 mondial, avec encore une fois des investissements qui seraient peut-être encore plus faibles, vraiment d'investissements de quelques milliards sur une dépense publique totale de 1700, 1800 milliards. Et de mon point de vue, ça ne fait pas de différence. Mais ça veut rien dire. Encore une fois, si tu privatises les retraites intégralement, ce que tu perds en dépenses publiques, tu le perds. Je ne sais pas ce que c'est que le super profit. Qu'on appelle prélèvement obligatoire. Donc ça te fait baisser sur la liste des prélèvements obligatoires, ça ne change rien à l'investissement. Ça ne change rien. Tu peux pas faire des corrélations évidentes entre taux de prélèvement obligatoire, taux de dépenses publiques et est-ce qu'on investit ou est-ce qu'on n'investit pas. C'est plus compliqué que ça, mais genre mais vraiment, mais ça rend fou. Ce niveau d'idiotie, genre. Alors que le mec est quand même un gars qui écrit des vidéos et qui fait plein de vidéos sur l'économie en permanence. Le niveau de bêtise, c'est grave. Attention, c'était pas forcément de la faute des politiques. Au début, je voulais être bienveillant, mais là, ça commence à être dur d'être bienveillant. Hein. Vraiment. Hein. Tu restes mon droitard préféré, mon Crésus, t'inquiète pas. Mais là, franchement, c'est compliqué de pas s'énerver. Hein. Vraiment. Hein. C'est vraiment le demi-habile originel, je suis désolé. Hein. Ils sont simplement obligés de jouer le jeu, puisque de toute manière, s'ils avaient un programme différent, eh bien les électeurs ne voteraient pas pour eux, c'est le jeu de la démocratie représentative. Tout ça pour dire qu'on est vraiment dans une impasse profonde et qu'on a, a priori, dans le cadre démocratique actuel, aucune solution réaliste qui pourrait nous faire sortir de la crise. Mais alors, qu'est-ce qu'on peut faire dans ce cas-là ? Eh bien, malheureusement, la seule option qui apparaît comme étant réaliste, c'est de contraindre le gouvernement à abandonner le système actuel contre sa volonté et contre la volonté populaire. Et la meilleure option, c'est d'accélérer la faillite de la France. Vas-y, hein. Let's go. On est ensemble là-dessus. Moi aussi. N'hésitez pas à accélérer la faillite de la France, le chat. En votant Jean-Luc Mélenchon dès le premier tour en 2027. Yes. Demander à un investisseur de parler d'économie, c'est comme demander à un charcutier de parler de médecine. Oh, waouh. Onibaku spitting facts. Comme d'hab, hein. Bah ouais, Pour arriver à cet état de faillite, eh bien, contrairement à tout ce que j'ai dit avant, ce qu'on veut, c'est un candidat qui va augmenter encore davantage les dépenses publiques le plus possible. Celui qui se démarque parce que non seulement il veut dépenser beaucoup, mais aussi parce qu'il semble annoncer toutes ses dépenses avec le plus de conviction,
c'est Jean-Luc Mélenchon. Dans la dernière estimation de son programme, il prévoyait 260 Alors, milliards. ça augmente les dépenses, mais t'augmentes aussi les rentrées d'argent. Ça va pas mettre la France en faillite. Et que tout ça, en fait, permet de faire circuler l'argent dans l'économie réelle et dans l'investissement. Ça va pas mettre la France en faillite. Hein. Il est au courant que c'est des politiques comme ça que Franklin Delano Roosevelt aux États-Unis d'Amérique dans les années 30 a mis en place. Allô? Une politique post-keynésienne de relance économique. Ah ouais, vraiment, le FMI va arriver et nous prendre par la peau des couilles, quoi. Non mais sérieux. De dépenses supplémentaires. Aujourd'hui, avec l'inflation, on devrait C'est aussi celui qui veut le plus investir dans l'avenir, à long terme, en relançant des grands chantiers publics, industriels. Vous pouvez savoir. rapprocher les 300 milliards si le programme reste similaire. Et encore, c'est leur estimation. S'ils voulaient mettre en place leur mesure, ce serait probablement encore plus d'argent. Et avec de telles ambitions, si déjà il effectue ne serait-ce que 50% de son programme, eh bien ça pourrait accélérer considérablement la date à laquelle la France se retrouvera en situation d'impasse au niveau pour le coup de ses finances publiques à elle. Alors on pourrait supposer qu'il mettrait en place des recettes en face pour financer le programme et que ça permettrait de maintenir l'équilibre sur la durée, mais je vous prends le pari que les recettes annoncées seront en réalité nettement plus faibles que celles qui sont attendues, que celles qui sont projetées par le chiffrage du programme. Je Ok, vais alors, attendre. comment il a déduit ça? Ouais, non, non, la France va faire faillite, gros, enfin, vraiment. C'est quoi l'argument? Il a dit, non, vous inquiétez pas, la France va faire faillite, c'est sûr, votez Mélenchon. Bah, votez Mélenchon, ouais. Justement ce chiffrage complet actualisé c'est pour grave, 2027 pour faire une vidéo détaillée sur le pourquoi du comment avec Détaille l'étude pas, de c'est la très pluie et bien, tout ça. restons J'ai là. déjà par ailleurs plusieurs vidéos qui parlent du problème que vous pouvez aller voir. Mais pour simplifier globalement, on peut dire qu'il apparaît comme étant improbable de financer le programme social le plus ambitieux de la planète dans un pays qui a 4000 milliards de dettes, des taux d'intérêt qui augmentent, une population vieillissante et de moins en moins bien formée, une productivité faible. 4000 milliards de dettes, vous avez entendu, il a sorti des gros chiffres en valeur absolue. 4000 milliards. Est-ce que tu te rends compte déjà ce que c'est 1 milliard? 4000 milliards de dettes. Aïe, aïe, aïe. Alors si on parle en valeur absolue, vas-y, on parle en valeur absolue. Hein. Ok, combien de milliards de dettes extérieures les États-Unis? On est à 34 000. Putain, j'arrive même plus à lire le chiffre. On est à 34 200 milliards. En valeur absolue, on est à 4000 milliards. Déjà, non, on n'est pas à 4000 milliards. En 2023, on est à 4000 milliards maintenant. Donc bon. Ah, il parlait de la Chine. La Chine, c'est pas pareil, ça n'a rien à voir avec nous. Mais si on veut parler en valeur absolue, la Chine, il nous moque totalement en termes de dette. Hein. C'est un pays d'1 milliard 500 millions d'habitants. Dropper un chiffre en valeur absolue quand on parle de choses comme ça, c'est vraiment la marque de la personne qui a envie de vous embobiner. Hein. Vraiment. Hein. Vraiment. Hein. Et le Japon, les pays en Asie, ils ont choisi un modèle très différent. Bah alors ton petit Japon chéri, en dette par habitant, on est à 105 000 $. Pour France, on est à 48 000 $. Et tes petits États-Unis capitalistes, 102 000 $ de dette par habitant. En France, on est toujours à 48 000 $. Hein. Voilà. Mais en Chine, c'est vrai qu'ils sont à 8 000 $ en dette par habitant. Donc bon, pas très endetté la Chine, mais c'est un modèle économique tellement différent. Et un modèle tellement différent tout court. Comparons ce qui est comparable, ça va 5 minutes. Faible, un temps de travail relativement faible, avec un nombre de faillites d'entreprises qui explosent et les quelques rares entreprises qui marchent bien qui sont très majoritairement délocalisées. En fait, il n'y a juste pas la capacité productive suffisante en France pour financer un programme aussi ambitieux que celui-là. Ce qui fait Sauf si tu développes des industries. C'est précisément le but d'avoir une économie planifiée. En fait, on n'a pas la capacité industrielle pour faire ce programme. Le programme dit on va créer une capacité industrielle et c'est ça qui va relancer l'économie. Il parlait de réindustrialisation, il était en mode je suis pour la réindustrialisation et la croissance, bah faudrait savoir. Il est en mode non mais en fait en France on n'a pas la capacité industrielle pour avoir ce genre de programme. Après avoir dit il faut réindustrialiser la France. Mais comment tu réindustrialises la France en fait? Ah, il faut prendre l'argent des retraites par répartition, supprimer les retraites sans baisser les cotisations pour faire directement financer les Français via l'impôt qu'ils détestent, directement pour aller faire des usines. On sait pas des usines de quoi d'ailleurs. Hein. Bon, on développe les forces productives avec une économie planifiée, let's go, hein, moi je suis pour. Hein. que Je suis si communiste. Jean-Luc Mélenchon applique effectivement au moins une partie de son programme, notamment et surtout, la mesure la plus importante, c'est la retraite à 60 ans, avec toutes les retraites qui seraient augmentées. Quand tu regardes économiquement le programme de LFI, tu peux pas dire que la mesure la plus importante, c'est la retraite à 60 ans. C'est la mesure peut-être la plus symbolique, une de celles qui sera les plus mises en avant, mais c'est pas la plus importante d'un point de vue macroéconomique. Suivant ce qui est prévu dans le programme, et bien là, déjà, juste avec cette mesure-là, on est en très bonne voie pour arriver à la situation d'impasse des finances publiques. Impasse qui, je le maintiens, malgré que ce soit un peu bizarre, à long terme pourrait être une opportunité majeure pour la France au vu de sa situation actuelle.
Donc, vous l'avez compris, ce vote pour la France Insoumise, Il y a un truc que je comprends pas, c'est c'est un écran vert hein, qu'il a derrière lui, ça se voit aux cheveux. Pourquoi il a mis un truc aussi fade comme décor alors que c'est un écran vert? Il a vraiment mis un random intérieur OZEF fait par IA, quoi. Il peut mettre ce qu'il veut derrière lui, il met un vieux fond Slopez généré par IA sans intérêt. ce serait pas un vote d'adhésion au programme, ce serait un vote purement opportuniste. Je ne vote pas pour une politique telle qu'elle est présentée dans le programme, mais contre un Oui, la statu quo bibliothèque. qui apparaît sur Regardez, je suis intelligent, j'ai plein de livres. Comme. C'est pas des mots qui sont sur les livres. C'est probablement même pas des lettres. le long terme comme Est-ce que potentiellement ça résumerait pas un peu sa pensée? Il a beaucoup de livres dans sa bibliothèque, mais en fait, il n'y a pas de mots dedans. Ça résume bien sa pensée. Regardez, si, il y a plein de bouquins. C'est pas des bouquins. Il y a rien, c'est un trompe-l'œil. Il a la pensée en trompe-l'œil. Non, je n'ai pas de Discord et je n'aurai jamais de Discord. J'en ai parlé plusieurs fois. Pas de ça chez moi. encore plus dangereux qu'une faillite relativement rapide. C'est un vote qui, en pratique, a une logique assez similaire aux électeurs de gauche qui ont voté pour Macron au deuxième tour en 2022 et en 2017, simplement pour éviter d'avoir Marine Le Pen au pouvoir. Là, c'est un peu la même logique de vote utile, si je puis dire. Ok, vas-y, go, hein. Vote utile. Let's go. Alors évidemment, cette prise de position peut susciter beaucoup de critiques. Une qu'on pourrait donner, c'est n'es-tu pas fou de vouloir mettre en faillite la France? Non, c'est très Que bien. penser des conséquences économiques de cette faillite et de tout le chômage et les problèmes qu'elle engendrerait? Et effectivement, il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, si on conserve le statu quo, la faillite de toute façon arrivera. Peut-être de façon encore plus violente que si elle arrive rapidement. Mais donc j'ai pas l'impression de créer une faillite. C'est pas vraiment l'idée. C'est plutôt de faire une faillite plutôt vite au lieu d'avoir une faillite qui arrive dans plus longtemps. Et c'est pour ensuite pouvoir redémarrer plus rapidement et recréer la croissance plus rapidement. Mhm. Mais en soi, c'est pas un vote qui créerait une faillite à partir de zéro. C'est juste un vote qui mettrait en lumière, si je puis dire, la fragilité déjà actuelle de l'économie française, qui permettrait de redémarrer plus rapidement, mais qui ne créerait pas, je pense, davantage de souffrance par rapport à ce qui attend de toute façon l'économie française. La vraie Ok, d'accord. On va droit vers le mur, donc autant y aller une bonne fois pour toutes. Ok. Ça, c'est l'accélérationnisme de droite. Hein. Mais les gens ont foi en leur pays, c'est un truc de ouf, quoi. Vraiment, leur seul logiciel, c'est. De toute façon, on va tous mourir à cause du FMI. Hein. Il faut être super libéral, plus libéral que tous les autres. Juste, on privatisait les retraites, tout leur discours tomberait à l'eau, ils comprendraient plus de quoi ils parlent. Genre, vraiment, ça n'a aucun sens. Hein. Oh là là. critique, par contre, qui pourrait être faite de façon plus pertinente, c'est en quoi est-ce que cette crise financière pourrait permettre ensuite de créer un programme C'est pas favorable. une crise financière, c'est pas ça une crise financière. Une crise financière, c'est une crise sur les marchés financiers. Il n'y a pas de raison. C'est pas ça une crise financière. La dernière fois qu'il y a eu une grosse crise financière et que ça a mis un pays à genoux, la Grèce, après la crise des subprimes en 2008, c'est la crise financière qui a précédé la crise économique. Ça ferait une crise économique peut-être, mais pourquoi c'est créé une crise sur les marchés financiers? On sait pas. Hein. Ils utilisent crise financière sans vraiment comprendre ce que signifie le terme crise financière. Hein. Je sais pas s'il a la nuance entre finance et économie en fait. Au développement, un programme productiviste, enfin de mettre des mesures en tout cas productivistes. La finance, c'est ce qui se passe sur les marchés financiers par des investisseurs privés ou publics. L'économie, c'est beaucoup plus large. La finance est presque inclue dans l'économie. C'est les rapports économiques à l'échelle macro et micro. Micro, c'est à l'échelle des ménages, des individus. Macro, c'est à l'échelle d'un pays, d'un continent, d'une région. Voir un peu comment les échanges économiques participent à des choses comme je crois, la croissance, l'investissement, etc. Et ça, effectivement, c'est une grande inconnue. Il est probable que même une crise comme ça ne permettrait pas de mettre en place un programme axé sur le long terme en France. Ceci étant dit, il y a quand même plusieurs points positifs qui adviendraient de cette situation. D'abord, si la France se trouve en situation de crise de la dette, eh bien, elle sera contrainte assez rapidement de revenir à l'équilibre budgétaire, ce qui fera... Il veut faire comme en Grèce, en France. Attendez juste. C'est où? Je trouve pas. Quelqu'un a le stat pour l'augmentation du taux de suicide en Grèce après la crise financière? Je sais plus. Ça a bien augmenté, quoi. On a observé précisément une augmentation du taux de suicide en Grèce suite à la crise économique dans la zone euro et l'imposition par la troïka européenne de ces politiques d'austérité massives
Ah, merci. On va prendre ça courrier international. Merci beaucoup. Les suicides d'adolescents haussent en Grèce et une profonde crise de la santé mentale. Les suicides de 2 adolescents en l'espace de quelques semaines a provoqué une vague d'émoi en Grèce. La presse tente de comprendre le mal-être de la jeunesse et interroge l'état des politiques publiques. On va pas tout lire, mais il doit y avoir des... Voilà, les adolescents se suicident en Grèce. La situation est particulièrement préoccupante car les tentatives de suicide et les automutilations ont augmenté de 31% ces 5 dernières années chez les adolescents. Let's go! Ah, ça a l'air bien, hein. C'est ça le monde que tu veux nous réserver, mon Crésus? Vraiment, juste. Vraiment. Que l'humanisme soit pas le truc principal qui motive tes choix politiques et que t'as un croissance first. À la limite, mais juste respecte-toi, t'es un être humain, quoi, je sais pas. De facto une sorte de règle d'or obligatoire. La France n'aura pas d'autre choix que de réduire son déficit à zéro. Ce que fait par exemple la Grèce aujourd'hui, elle a pas d'autre choix que d'avoir un excédent budgétaire parce que voilà, si elle peut juste pas s'endetter dans des conditions acceptables, donc elle est obligée de réduire ses dépenses de façon drastique. Et donc ça déjà, ça permettra de corriger ce premier problème. Et puis on peut considérer que si la France traverse effectivement une crise, ça va ouvrir le champ des possibles intellectuels et politiques, et ce combat intellectuel sera plus facilement gagnable dans une situation relativement instable. Et comme en plus, à ce moment-là, Il veut une révolution libérale. Je veux la faillite de la France, tout le monde dans la rue, et comme ça les fans de David Linard vont prendre l'Elysée. Ça va pas se passer comme ça, mon ref. on aura déjà eu des coupes budgétaires. Le stratège. Lénine a marché pour que Crésus Investissement puisse courir. Hein. Il a lu l'État et la Révolution, il s'est dit let's go, ça me parle. Radical, eh bien il sera probablement plus aisé d'en proposer de nouvelles dans cette nouvelle situation. Alors, une dernière critique qu'on pourrait me faire, c'est une critique plus personnelle, en disant que de toute façon, moi, je serais assez peu impacté par cette potentielle crise, et c'est vrai, mais en fait, il faut comprendre... C'est pour ça que c'est mon droitard préféré, c'est qu'il dit des trucs, des insineries, mais à côté, il est plus honnête avec lui-même que beaucoup. Là, moi, genre, bon, après tout ce que je viens de dire, on pourrait me dire la critique que je suis un gros fils de pute égoïste, et c'est vrai. C'est pour ça que c'est mon préféré. C'est vraiment pour ça que c'est mon préféré. Dans cette nouvelle situation. Alors, une dernière critique qu'on pourrait me faire, c'est une critique plus personnelle, en disant que de toute façon, moi, je serais assez peu impacté par cette potentielle crise, et c'est vrai, mais en fait, il faut comprendre que la croissance économique de la France, actuellement, elle bénéficie beaucoup plus aux classes moyennes et basses qu'aux riches ou qu'aux investisseurs. Moi, par exemple, vous le savez, si vous regardez mes lives ou mes vidéos, j'ai un portefeuille qui est investi... Et live, il fait des lives. Il fait des lives sur Twitch et tout. Oh. Regarde bien son portefeuille d'actions, il a de la thune, mais pas assez pour tenir ce genre de discours. 10 000, 18 000. Ah non, là il a 90 000 balles de côté. Ah super, tu peux avoir un apport pour acheter une maison. Bravo. Tu peux avoir un apport pour pouvoir acheter une maison à 200 000 balles. Si t'as les revenus qui suivent derrière. Comme Ferry, il boursicote et se prend pour le loup de Wall Street. Bah ouais. Tu sais que le patrimoine moyen d'un couple de Français, c'est 200 000 euros. Hein. Donc là, t'es à peu près vers le patrimoine moyen d'un Français. Bon, les riches comme moi, on va pouvoir survivre. Gros, je suis plus riche que toi. En dehors de France, j'ai aucune... Je suis plus riche que lui, littéralement, en termes de patrimoine. Parce que je suis endetté, hein. Je suis endetté pour 20 ans, mais j'ai acheté une maison avec ma copine. En termes de patrimoine, si c'est tout ce qu'il a là, son portefeuille, je suis plus riche que lui. Mais je suis endetté. Vous voyez ? Non, c'est le patrimoine médian qui a 200 000, pas moyen, pardon. C'est le patrimoine médian qui a 200 000. La plupart des riches actuels ont des investissements, ont du capital qui est investi très largement. Comment j'ai pu avoir cette richesse via l'investissement boursicotant ? Non, parce que la société capitaliste fait qu'il y a de la reproduction sociale et à un moment donné, j'ai eu la chance d'avoir un grand-père qui avait de la thune. Et c'est en boursicotant comme ça qu'il avait de la thunasse à ce point-là, mon grand-père ? Non. C'était un truc qui était quand même un peu basé sur l'économie réelle. Il avait une entreprise avec des salariés. Oh, c'est plus en exploitant des travailleurs qu'il a eu cet argent. C'est pas en boursicotant et en se prenant pour le Wall Street en faisant des vidéos YouTube. Il était bien plus riche que toi, lui, pour le coup. Donc bon, enfin, genre, ouais, tout ça est assez pathétique. En dehors de France, ce qui fait qu'en fait, et c'est un des gros problèmes... Les streamers de gauche sont quand même des bourgeois. Après, encore, définition bourgeois. Hein. Après, il y a plus bourgeois que moi en streamer de gauche. Hein. Moi, j'ai pas fait Sciences Po Paris. Voilà. La plupart des riches... Moi, j'ai fait mes études en alternance, ok ? Moi, je bosse depuis mes 19 ans sans interruption, moi. Moi, je suis en dispositif carrière longue. Voilà. Donc, bourgeois, ou à certains égards, oui.
À certains autres égards, non. Bim Massier, je pensais pas à Jean Massier pour le coup, mais y a pas grave. Non mais moi, j'ai aucun souci avec ça. Hein. Oui, je pensais à Cassandre, mais quand je dis ça, en vrai, c'est de bonne guerre. Y a aucun souci. En fait, Cassandre, le fait qu'il ait fait Sciences Po, ça fait que quand même, il a une certaine culture politique et une intelligence par rapport à tout ça. Et moi, c'est un streamer que j'aime bien pour ça. Parfois, je suis en mode genre, oh, je trouve que tout le monde est un peu couillon par moment. Ça peut m'arriver de trouver les gens un peu couillons. Je pense que Cassandre, ça peut lui arriver aussi. Donc il a ce côté un peu bourgeois, gros cerveau, science-piste. Moi, j'aime bien ça chez lui. Hein. Moi, j'aime bien avoir un science-piste dans l'écosystème Twitch de gauche. Je trouve ça cool. Voilà. Et il assume, mais c'est ok, moi, il n'y a pas de souci. Hein. C'était une petite crotte de nez balancée, mais vraiment, c'est pas du tout un truc avec lequel j'ai un problème. Hein. Je vais pas être en mode genre, regardez ce sale science-piste de merde. Au contraire, moi, je suis content d'avoir un science-piste. Et quand il fait en mode genre, vous êtes dans des IEP de Provence, vous êtes sérieux dans vos IEP de Provence vous dites que vous avez fait Sciences Po alors que vous avez fait au misérable IEP de Provence. Moi, j'aime beaucoup. Hein. Moi, j'aime beaucoup. Voilà. J'aime beaucoup ça. Je tiens à le dire. Mais oui, je pensais à Cassandre. À foutre, pour parler clairement, de la Sciences Po et ailleurs que Paris, tu peux y entrer en étant un prolo. Oui. Mais Cassandre a fait Sciences Po Paris et Cassandre n'est pas un prolo. Bon, bref, mais tant mieux. Hein. Tant mieux. Ah, mais croissance de la France et de sa situation économique. Ils s'en foutent, puisque de toute façon... Et puis encore, les gens qui sont des bourgeois, qui auraient pu ne pas avoir cette vie-là, et qui au final ont un truc militant qui dépasse leur propre intérêt de classe et leur propre petite famille, et le transmission patrimoine de leur famille, etc., et qui s'éloignent de ce chemin-là, parce qu'en fait, ils sont habités par un truc qui est la politique, ou l'art même parfois, ben moi je le respecte, hein, du coup. Je suis en mode, basé de fou, bravo. Bravo à lui. Un autre cassant dans un univers parallèle aurait pu être un gros FDP d'école de commerce. C'est pas impossible dans un univers parallèle. Peut-être même pas s'éloigner d'une autre, j'en sais rien. Mais vraisemblablement, non. Il y a un truc. Il y a un truc qui est plus fort que ça, en fait. Et qui s'appelle probablement l'engagement politique, quoi. Donc moi, je le respecte pour ça. Hein. Moi, je le respecte pour ça. Hein. Voilà. Leur rendement économique, leur revenu vient de la situation Là, économique. le problème, c'est qu'il y a que des bourgeois de gauche qui parlent à la place des prolos. Ça, c'est un peu chiant. Ça, évidemment. C'est plus ça le sujet sur la gauche et tout, quoi. Mais bon, à la France Insoumise, je suis désolé de vous le dire, hein, il y a plus de prolos que dans les autres partis. Certes. Mais dans les gars qui pèsent un peu à LFI, il y a beaucoup de sciences-pistes aussi. Hein. Il y a beaucoup de sciences-pistes aussi. Ils sont basés, vous les adorez. Hein. Mondiale, notamment américaine, et très très peu de la situation française. La situation française, qui est 3% de croissance ou moins 1% de croissance, ça fait finalement aucune différence pour eux. Et moi, c'est mon cas, la plupart de mes revenus sont liés à des investissements qui sont faits à l'étranger. Donc en fait, si la France demain arrivait à 3% de croissance... Mais dans l'investissement, ils ne dépensent pas d'argent. Hein. Voilà. Ils dépensent pas d'argent, je sais pas, s'il y a une crise de j'en sais rien, une maxi-crise économique où ça fait une spirale de l'inflation, les services publics tombent en lambeaux et tout, il ne sera pas impacté, ça n'impactera pas ses revenus. Mais tu peux pas définir l'intégralité de ta vie économique uniquement par les revenus. Si c'est la guerre civile, bah moi ça va, mes revenus ne seront pas impactés. Ouais, et si ton voisin tue ton autre voisin parce que c'est la guerre civile, il y a des gars qui veulent t'égorger parce que c'est la guerre civile. Je serais pas impacté, ça n'impactera pas mes revenus. Bon bah ok, très bien. Écoute, qu'est-ce que je te dis ? J'en tirerais aucun bénéfice personnel. Ça aurait très très peu d'impact. Je pourrais commencer à réinvestir en France, mais pour que la France devienne plus rentable que les États-Unis, il faudrait vraiment un changement majeur. Donc, et ça paraît assez improbable. Oui, certes, en tant que privilégié, je subirais assez peu les conséquences d'une crise en France, mais de la même manière, en tant que privilégié, je subirais assez peu les conséquences positives qui arriveraient si la France retournait sur le chemin de la croissance économique et du développement long terme. Donc, je ne pense pas, en toute honnêteté, avoir de convictions politiques qui sont basées uniquement sur mon intérêt personnel, même honnêtement pas du tout. Je pense que ça n'a globalement aucune incidence. Enfin, moi, je suis extrêmement attaché à la France pour des raisons personnelles, mais... Quel altruisme. Non, mais moi, je veux créer une crise politique, économique et financière qui fait qu'on va traverser des moments très durs, avec une mise sous tutelle du FMI, mais je le fais pas pour mon intérêt personnel, je le fais par altruisme. Je le fais pour laisser une France en pleine croissance à nos enfants. Pour ce qui concerne mes revenus ou ma situation personnelle, ça changera a priori rien. Quoi. Donc voilà, je pense que c'est finalement... Enfin, ta gueule alors, exactement. C'est hors de propos. Voilà, dites-moi ce que vous pensez de cette situation en commentaire. Je sais bien que ça reste une solution très hypothétique et très peu souhaitable, mais l'impasse dans laquelle on se trouve politiquement est telle que j'ai pas tellement mieux à proposer. Souvent, on me demande « Oui, alors, qu'est-ce que tu penses qu'on pourrait faire pour essayer d'améliorer la situation ?» Quand je fais des vidéos un peu sur la politique, bah, il n'y a pas beaucoup de solutions dans l'état actuel des choses. Voilà. Et c'est presque ça, enfin, c'est plutôt même ça, ma meilleure solution que j'ai à proposer, c'est dire à quel point la situation est tendue pour les gens qui pensent comme moi. Voilà, merci à tous, à une prochaine fois. À la prochaine. Non, en vrai, c'était cool. C'était un bon react. J'essaie d'être bienveillant, mais parfois, c'est compliqué. Hein.
Je vous avoue que parfois c'est compliqué. En tout cas, en conclusion, Crésus, si tu m'écoutes, t'es toujours mon droitard préféré, encore plus maintenant. Sache-le. Sache-le. Et je trouve que c'est une super idée de voter Jean-Luc Mélenchon comme ça. Comme ça, on verra. Au pire, si Mélenchon est élu, après, on observera le mandat de Mélenchon. On verra si ça fait comme toi t'as dit, et c'est toi qui es content dans l'histoire, ou si ça fait plus comme moi je dis. C'est-à-dire que ça va être bien. Après, peut-être ça va déclencher une crise. Hein. Je dis pas, mais une crise plus dans l'ordre du politique. Je vais pas lire les coms, je suis éclaté de fatigue, je vais couper rapidement. Hein. Donc voilà, on verra. On se tient au jus, on s'appelle un petit MP sur Twitter ou autre. Et comme ça, on verra une fois que Mélenchon est élu, on suivra ça avec attention. Mais en tout cas, très bonne idée. L'accélérationnisme de droite, pour moi, c'est un grand oui. Voilà. Et est-ce que Mélenchon va créer une crise financière qui va mettre la France à genoux ? Inch'Allah. Abonnez-vous.